Salut à tous. Salut. Bon, bienvenue sur Tatami Connexion, votre podcast préféré après les autres. Je suis Jarod, il est Rolly et on est là pour vous faire l'épisode d'actu Le Restons Connectés numéro 126. Cette semaine, il y a pas mal d'actu qui sont sortis. Donc, on va parler à la fois de l'UFC qui a eu à Macao la semaine dernière, le week-end dernier. Alors, on va juste passer très vite sur les 3 derniers combats parce que c'est intéressant, et puis surtout le combat de Pavlovich contre Teixeira qui m'intéresse parce que ça permet de faire des projections aussi sur l'UFC Freedom 250. On va parler de Topuria qui est encensé en fait, tout simplement par les personnes qui le rencontrent. On va parler de la com de Hatch une nouvelle fois pour Salah à l'UFC parce que celle-là aussi il faut qu'on en discute. On va parler du RAF, on va parler de pas mal de choses. On va faire un petit big up à Faresiam aussi pour la semaine, pour ce week-end là, qui va arriver. Donc voilà, il y a pas mal de choses à dire. Donc on va commencer rapidement. Et avant de commencer, comme d'habitude, Import Fight. Import Fight, c'est le site de textile, matériel de boxe, grappling, MMA, avec des marques qui ne sont vendues en France que sur Import Fight. Donc que ce soit Hit and Move, Primo Corner ou Pitbull West Coast, ce sont des marques de qualité qui sont stylées. Donc si vous voulez être stylé en étant différent des autres, ça se passe en description avec le site Import Fight. Et avec le code TATAMI10, vous avez 10% de réduction sur tout le site. D'ailleurs, la dernière fois, j'ai fait une petite story avec Mathis qui avait acheté un Rashguard Corner qu'il avait dimanche matin à l'Open Mat. Et j'en ai profité pour le prendre en photo et il m'a dit à quel point il kiffait ce Rashguard, déjà pour l'esthétique, et il m'a dit en plus il ne bouge pas parce qu'il le met très régulièrement. Il me dit regarde, il y a pas une trace, il y a pas de bouloche, il y a rien. Franchement, honnêtement, et je dis pas ça parce qu'on a le code Tatami 10 ou quoi que ce soit. Je le dis parce que c'est sincère. Lui, il avait acheté la paire de gants Hit and Move et là le Rashguard Corner. Et franchement, le Rashguard, il m'a dit, ça ne bouge pas. Et c'est vrai que je l'ai vu, il était face à moi, il était comme neuf le truc. Donc plutôt cool, plutôt cool. Donc n'hésitez pas, vraiment pour le coup. C'est vrai que c'est pas les boutiques qu'on a l'habitude de voir, mais en tout cas, c'est Dragon Bleu. Enfin, je sais pas quelle autre boutique on peut avoir, Unlimited Fightwear, ce genre de choses. En général, c'est Dragon Bleu, les leaders, je pense. Ouais, écoutez, en tout cas pour le coup, avec un Fight là, je sais que vous avez quelqu'un déjà qui sera petit soin, qui va s'occuper de vous, et en plus de ça, vous aurez vraiment du matériel de qualité. Donc n'hésitez pas. Allez, on commence avec l'UFC Macao qui a eu lieu le week-end dernier et les 3 derniers fights sur lesquels on va se pencher. On va pas parler de tout parce sinon c'est un podcast débrief et puis voilà, ça durera trop longtemps. Mais on va commencer à l'envers. Cette fois-ci, d'habitude, on remonte jusqu'au main event. Là, je te propose de faire l'inverse pour la transition, pour ce qui va suivre après. Mais donc, on va commencer avec le main event. Song Yadong contre Deiveson Figueiredo. Donc, Deiveson Figueiredo qui continue sa descente aux enfers. Petit à petit, on voit qu'on est vraiment sur sa fin de carrière. Est-ce qu'il prend pas les fights au sérieux? Je sais pas. Moi, je pense qu'il les prend au sérieux. Je pense que c'est juste qu'il atteint un plafond de verre et qu'il n'a plus la même comment je peux dire ça, la même envie, tout simplement. Moi, je pense que la même envie. Je pense que c'est vraiment une question d'envie. Oui, il les prend au sérieux, mais il a quand même plus la même envie. Tu le sens, c'est beaucoup moins agressif. Déjà, sur cette montée de KT, c'est devenu un grappleur. Tu vois, un pur grappleur. Quand il était en dessous, il faisait des guerres de fou en boxe. Là, il fait que grappler. Et le problème, c'est que là, face au mec du top, parce que je le considère dans le top, Song Yadong, c'est un très bon combattant, ça passe plus. Ça passe plus. Il manque quelque chose. Il manque de l'envie, de la niaque. C'est la fin. C'est la fin. Ouais, alors qu'il est encore là, techniquement, tu vois, il y avait une bonne gestion de la distance. Il a su avoir de la réussite. Il prend le premier round de mémoire. Mais parce qu'on a un Song Yadong qui finalement était un peu dans l'observation et a laissé les choses se faire dans le premier round. Et après, on voit que dans le deuxième, Song Yadong lui met beaucoup plus de pression en striking, ce qui fait que ça force Figueiredo à lutter beaucoup plus souvent, on va dire, mais en fait dans l'urgence. C'est pas dans l'urgence parce qu'il se fait pas connecter, c'est pas un shoot de panique. Ouais, mais c'est un peu quand même, hein. Un peu quand même, parce que
oui, il se fait pas connecter, il est lucide, mais en fait, il le fait shooter. Il décide pas de shooter, il le fait parce qu'il a plus le choix. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que je te dis dans l'urgence. Tu vois, Hum, c'est pour ça que je différencie urgence et panique. Panique, c'est je suis connecté et en fait, mon seul salut, c'est de shooter. Là, c'est bon, ça va trop vite, trop fort en boxe, donc je vais shooter. Je change ma stratégie. Donc c'est plutôt un changement de stratégie plutôt que j'ai plus le choix. Tu vois ce que je veux dire? Et donc il shoot et puis finalement, bah, ça va le conduire à l'erreur dans le round 2 où il va prendre une guillotine bien placée. Alors, il y en a beaucoup qui disent oui, il a tapé trop vite. Euh, il fut un temps, il n'aurait pas tapé. Peut-être que c'est parce qu'il a plus l'envie. Peut-être que ceci, parce que cela. Écoute, en plus en ce moment, je suis sur le cycle guillotine à Non, l'AFC, mais à en l'Alpha plus, Fight Club. franchement, pour dire ça, il faut jamais avoir pris de guillotine, en fait. Il y a des fois, il suffit que la main soit vraiment placée au bon endroit sur la gorge. Tu tapes dans la seconde, si tu tousses, Voilà, as envie de vomir. Ça c'est dépend fort. comment la main est placée, en fait. Et ça, tu peux la faire 100 Ouais. fois. Tu vas résister 99 fois et la fois où t'as l'os du poignet qui te rentre dans la pomme d'Adam, bah, c'est fini, tu tapes dans la seconde. En fait, c'est ça. C'est pour ça que je te dis, en fait, je te dis, on est en train de le travailler, je le fais travailler aux élèves, là, l'alpha. Et en fait, justement, c'est ce que j'essaie de leur faire comprendre, que le bon positionnement fait que, en fait, ça tape tout de suite, mais vraiment. Et le ressenti de toutes les personnes à qui je fais la guillotine, parce que tu sais, des fois ils veulent que je leur fasse pour sentir en fait ce que tu ressens. En fait, ils se prennent la tête sur la vitesse à laquelle ils tapent. C'est-à-dire qu'à peine je suis positionné, tu sais, ils sont déjà en train de taper. Parce que il faut dissocier deux choses. Il y a les étranglements sanguins, donc étranglement arrière, par exemple, Dark Anaconda. Et puis, tu as l'étranglement respiratoire, ou vomitif aussi, parce que des fois, tu as envie de vomir sur ce type d'étranglement où tu viens écraser la trachée. Mais en fait, l'étranglement sanguin, il y a le temps en fait entre le moment où tu coupes l'arrivée de sang et donc d'oxygène au cerveau. Donc ça met un petit temps avant de taper. Bon, même si des fois tu tapes rapidement, ça peut arriver aussi, mais souvent tu peux tenir plus longtemps. Et puis l'étranglement respiratoire, en fait, tu Tape te tout de retrouves dans suite. une situation de panique où tu ne respires plus, tu as envie de vomir, effectivement tu tousses. Et en fait, t'as tout de suite, regardez quand vous mettez un étranglement respiratoire, regardez tout de suite quand vous relâchez les yeux de l'adversaire. Les yeux, ils sont en train de pleurer, ils brillent. En fait, il y a vraiment quelque chose de physiologique qui se passe à ce moment-là. Et bah là, Sangadong était très bien positionné. Il a très bien réussi sa guillotine. Ça a tapé rapidement. Bon bah voilà, bravo Sangadong. Ouais, mais en tout cas, là, ça m'a surpris, cette fin. Tu vois, j'aurais pas mis une pièce sur son Gadon qui met une guillotine à Figueredo. Moi non plus. Je dois l'avouer. Je dois l'avouer. Mais c'est bien, il nous a montré une autre casquette, Hmm. tu vois. C'est très bien, parce que c'est vrai que Sangadong a une tendance à être plus un profil striker. Et bah là, tu vois qu'il continue à évoluer, il continue à progresser, donc c'est très bien, c'est très bien. Est-ce que ça va le conduire à la ceinture? Non, je ne pense pas. Enfin, en tout cas, à avoir la ceinture. Je dis pas fight pour la ceinture, mais à avoir la ceinture. Je ne pense pas. Non. Mais par contre, là, ça lui a permis de se débarrasser d'un ancien champion UFC quand même. Ouais, il est classé combien? Il doit être 6. Attends, c'est quel KT? C'est Coq. Son Gadong, il est classé 5. Ouais, bah tu vois, ouais, quoique non, il y a des mecs derrière que je vois même plus fort. Mais il va graviter, je pense que je le vois graviter autour de cette place. Je le vois pas aller beaucoup plus haut. Ouais, un bon gatekeeper. Tu vois, c'est vraiment ça. Un bon gatekeeper de luxe. Mais au-dessus, non. De toute façon, au-dessus, il y a qui? Il y Non, au-dessus, il y a a Sandhagen, Sandhagen. O'Malley, qui l'a déjà battu, Ouais. Oumar, Merab, Petroyan. Tu vois, c'est mort. Ouais, voilà. Ouais, c'est fini. À partir de là, ça y est, c'est fini. Il ferme la porte. C'est ça le truc avec cette catégorie, Mais c'est que de toute façon, le top 5, enfin le top 4, on va dire, il est presque inatteignable même quoi, pour l'instant. même en dessous, hein, en dessous de lui, je vois, tu vois, Mario Bautista, je le vois au-dessus de son Gadon. Ouais. Oui. Ouais. Ouais. Mario Bautista, c'est vrai qu'il pourrait fermer ce top 5 en fait. Ouais. Tu vois, bientôt, on sait qu'il va arriver et qu'il va fermer ce top 5. D'ailleurs, il combat dans pas longtemps, non? Combat dans pas longtemps, il me semble, contre, je sais plus qui, mais je crois que c'est un bon combat en plus. Vas-y, regarde vite fait, parce que c'est vrai je crois que c'est quand? C'est dans quelques semaines, je crois, non? Je te dis ça tout de suite.
Euh, qui se trouve. Ah, c'est sur Sherdog, ils annoncent les prochains combats. Sur Sherdog, mais si t'avais cliqué sur son nom sur l'UFC, tu t'avais Ah oui, le merde. prochain fight. Ah oui, les bons réflexes. Et contre Cory Sandhagen. Contre Corey Sandhagen. Voilà, c'est bien ce que je pensais. Ouais, voilà, c'était un gros fight, Mm. effectivement. Ça, c'est un fight qui m'intéresse énormément, Ouais, surtout quand tu vois le combat qu'il a fait contre Okumar. Umar, Nurmagomedov. Euh, ouais, j'aime bien ce fight. Et c'est quand? C'est le 11 juillet à l'UFC 329. Exactement, c'est ça. C'est pendant l'International Fight Week. C'est ça. C'est bien ce que j'avais vu. Ouais. Ok, je savais que c'était sur un gros événement. Bon bah c'est cool, c'est cool. Donc on va voir ça. Le 329, ça va être un sacré Ah, UFC aussi. ouais, de ouf. Ouais. Ensuite, on a eu Zhang Mingyang qui a affronté Alonso Menifield. Alonso Menifield qu'on connaît parfaitement bien puisqu'il avait battu Merci. Oumar Sy par le passé. Écoute, je sais pas ce que t'en penses. Pour moi, ça a été un combat qui était pas ouf du tout. Manque criant de technique de part et d'autre. Un Zhang qui ne tient plus les frappes, qui était dans la panique. Tu le voyais, tu en train de souffler. Tu sais, il met des gros moments où il soufflait, genre tu sentais qu'il avait comme s'il craignait la puissance de Menifield et que tu sais, il était en ouais avec ce côté panique. Tu sais, il soufflait mais de panique un peu. C'est pas souffler de fatigue, mais plutôt putain, c'est pas passé loin. Tu vois, je le sentais un peu comme ça. Ouais, je suis d'accord. Et puis il a tenté sa chance, mais à chaque rupture, en fait, Menifield, bah, il en profitait pour envoyer des crochets larges, mais vraiment avec tout ce qu'il pouvait. Ça a fini par passer. Bon, bah, KO au premier round. Honnêtement, il y en a qui disent que la défaite j'ai entendu, hein, de Omar Sy, elle vieillissait bien du fait qu'Alonso Menifield avait Ah, ce je genre suis de pas combat de d'accord. Ah, réussite. je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Même. Ah non, Menifield, tu vois que techniquement, c'est laborieux, hein. On est sur des combattants qui ne comptent uniquement que sur leur puissance. En fait, on est sur un profil poids lourd, tu vois. Sauf que en lourd léger, bah, on n'a pas connu ça. Tu vois, normalement, le lourd léger, c'est justement le mix entre la technique, la puissance, c'est pour ça que c'était la catégorie reine du MMA jusqu'à il y a quelques temps. Et là, c'est plus le cas du tout. Et quand tu vois un profil comme Menifield, franchement, Menifield, tu le projettes à l'époque, il est même pas top 20. Ah, mais clairement. Il passait ni des Machida, ni des John Jones, ni des Teixeira, ni des qui on avait Tous, d'autres encore, des Gustafsson, Rampage, tous, Cormier, Gustave. Ouais, bah non. ouais, non, aucun d'entre eux. Il passait aucun d'entre eux. Non, non, il y a eu vraiment un déclin de cette KT des 93 kilos, qui était un peu la dernière KT en fait, finalement technique entre guillemets, où il y avait encore de la technique et puis tu avais de la puissance. Véritablement, parce qu'après tu passes au poids lourd, même si j'estime que les poids lourds de l'époque étaient plus techniques que les poids lourds d'aujourd'hui. Enfin, alors attends, non, attends. Hors top 3, hors top 3. Quand tu descends après. Il y avait plus de densité chez les poids lourds à l'époque en termes de technique. Aujourd'hui, c'est moins le cas. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que les lourds légers de l'époque de John Jones, enfin sur l'ère John Jones, bah, ça n'avait rien à voir. Ça n'avait rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui. Et aujourd'hui, tu t'as dit tout à l'heure un truc qui est très vrai, il ne joue que sur sa puissance, il ne compte que sur sa puissance. Et en fait, tu les sens dans l'urgence de vrai pour que cette puissance rentre en ligne de compte. Parce que tu les vois, ils se jettent dans la bataille. Limite, tu sais, c'est du all-in sur un premier round, quoi. Et en fait, alors oui, ça marche, mais bon, Zhang Oui, Mingyang, mais bon, bon, voilà. il s'est fait mettre KO par Johnny Walker aussi. Enfin, tu Ça vois, marche contre qui? voilà, c'est Non, ça. Menifield, ça ira pas beaucoup plus haut que ça. Menifield, c'est classé. Attends, je regarde les classements. Mais je crois même pas qu'il soit classé. Je crois que la KT est tellement vide. Si, C'est ça le si, problème. il est classé 15e. Ah, il est classé. 15e. Ouais, bah voilà, 15e. Et ouais, non, Je te dis c'est laborieux. très honnêtement, quand je vois le top 15 là, je pense que c'était sa dernière victoire à Menifield. Je le vois passer personne au-dessus. Parce que ça commence à devenir quand même un poil plus technique et
Ce qu'il a proposé là, ça passera plus. Tu vois, juste au-dessus, par exemple, c'est Rakic. Rakic, Ouais. logiquement, il le découpe. Rakic monte en lourd, je crois. J'ai cru entendre ça. Qui montait. Ok. Bon, après, t'as des mecs comme Krylov, comme Reyes. C'est non, non, ça passera pas. Non, ça passera pas. Oui, même si t'as des Reyes tu as un Reyes qui est plus de toute fraîcheur hein, quand tu vois le combat qu'il avait fait contre John Jones, mais tu vois sur ses dernières sorties qu'il est encore là. Et effectivement, non, ça passe pas. Les mecs qui envoient tout, alors c'est sûr. Alors on dit ça, mais il a quand même de la puissance dans les points, donc il peut te connecter. Là-dessus, il y a pas de souci. Mais normalement, techniquement, il y aura pas il y aura une gestion en fait de sa puissance qui sera beaucoup mieux faite qu'avec Zhang Mingyang, qui lui aussi a clairement montré ses limites, quoi. Honnêtement, il a envoyé quelques kicks, mais c'était pas non plus extraordinaire. Les phases de contrôle en lutte à la cage, je les ai trouvées très pauvres Hmm. des deux côtés, vraiment. Enfin, non, honnêtement, il y a pas un domaine où je me suis dit ah oui là il est peut-être un peu meilleur que l'autre quoi. Et après, comme je te dis, c'est des envois de parpaing, des grands crochets larges. Honnêtement, si t'as un tout petit peu de technique en boxe, tu vas venir te glisser au milieu pour venir contrer. Ouais, non, c'est laborieux. C'est laborieux. Tu sens que c'est dans l'urgence. Moi personnellement, j'ai pas kiffé ce combat. Ouais, je suis d'accord. Donc bon, comme on l'a pas kiffé, on va le squeezer et on va aller vers un combat qui s'est passé encore plus rapidement que celui-là. Finalement, tu sais, comme on a descendu, on a fait round 2, round 1 mais un peu long. Et là, on est round 0,5. C'est 0,5. Pavlovic contre Teixeira, Talisson Teixeira, pour le coup. Donc il aura fallu que 39 secondes et 3 bras arrière pour éteindre Teixeira pour Pavlovic. Ce combat m'intéressait beaucoup parce que Teixeira est sparring partenaire de Alex Pereira pour son combat à l'UFC Freedom contre Cyril Gane. Teixeira disait à qui voulait l'entendre qu'il n'avait jamais eu quelqu'un qui frappait aussi fort que Pereira. Bah écoute, ce qui va se raviser maintenant pour le coup, ce qui va se raviser sur sa décision, sur sa prise de parole, parce que bah il a rencontré un mur soviétique quoi. Pavlovic qui revient à ses premières amours, à des KO expéditifs. Ouais, et c'est bien pour la KT parce que Pavlovic, quand il était sur son ascension là où il enchaînait les KO, je trouvais quand même qu'il apportait quelque chose dans la KT. Toi, tu savais que quand tu Mm. étais contre lui, il allait se passer quelque chose. En plus, je le trouve très rapide quand même pour un poids lourd, surtout enfin au niveau des bras, je parle, hein, pas des déplacements, mais sa vitesse de bras, je la trouve assez rapide. Il combine en plus pas mal. Tu vois, il n'est pas sur une frappe, il envoie des combinaisons, etc. Donc, je trouve que c'est un bon apport pour cette KT. Et ça fait plaisir de le voir. Je m'y attendais un peu, hein. Très honnêtement, je m'y attendais un peu. Pour moi, Teixeira, c'est très ouvert debout. Très ouvert Oui. debout, donc c'était en fait, la question qu'il y avait, c'était comment revient Pavlovic. Moi, je crois qu'il avait déjà gagné depuis, hein, il était revenu sur une victoire contre Rozenstruik, je crois. Dire quoi. C'est pas contre Rozenstruik, même, Contre même le combat, il était dégueulasse. Et l'UFC, ils ont là fait c'est pas Rozenstruik. mais, mais non parce que attends ce truc il avait comment dire, il est parti sur une victoire je crois de mémoire qui était dégueulasse mais sur une victoire. Ah ouais? Je crois de mémoire. Attends, je suis sur son tapologie à Sergei Pavlovitch là. Donc je vais te dire ça. Tac, tac, tac. Non, non, il l'a battu. Donc, Non, non, c'est Pavlovic qui bat non, il l'a battu. Rozenstruik. Et après, Oui, ah oui, oui. non, t'as raison. Et il a T'as battu, raison. son dernier combat, c'était contre Cortez Acosta. Waldo Cortez Acosta. Ouais, à la décision. Exactement. À la En tout décision. cas, ça faisait un moment qu'il avait pas mis de KO, tu vois, parce que tu sentais qu'il se livrait moins. Bah, depuis son KO contre Aspinal, il avait cette crainte de prendre des frappes. Même pas que. Parce que je me En demande fait, d'ailleurs. c'est même pas que ça. Je crois que c'est depuis son combat contre Volkov. Et après, il y a eu le combat contre Volkov. Non, c'est justement, il y a eu le combat contre Aspinal, il s'est fait mettre KO, et contre Volkov, tu sentais que justement, il avait cette retenue. Cette retenue, et surtout, Volkov l'avait complètement annihilé parce qu'il se connaissait très bien, il voulait pas faire ce fight à la base parce que c'est l'ancien partenaire d'entraînement de mémoire. Ouais.
Et donc, Il s'était fait il avait outstriker, complètement ouais. annihilé. Il avait su ouais, gérer la puissance de, euh, de Pavlovich. Et effectivement, tu as raison. Après, il y a eu Rosenstruck, après il y a eu Waldo Cortez Acosta, et maintenant il y a Teixeira. Mais bon, il était sur ses derniers combats, c'était quand même des décisions. Tu vois, il y Ouais. avait plus ce finish. Donc, décision unanime, certes, mais décision quand même. Putain, mais Rosenstruck, j'étais persuadé qu'il était parti sur une victoire. Mais attends, je vais cliquer sur Rosenstruck quand même, parce que ça me paraît bizarre. Je me demande si c'était son dernier combat. Non, c'était pas son dernier combat. Donc j'ai raison. Non, attends. Non, j'ai pas raison. Non, j'ai pas raison parce qu'après c'est pas là. Non, c'est dans une autre, c'est au DBX2. Non, Ouais. non, t'as raison. C'est Non, non, Pavlovich, c'était son dernier fight. je me rappelle, on avait même dit que dans le débrief qu'il était là juste pour pas prendre son KO. Et ça se sentait, il était là pour prendre son chèque, il fuyait le combat, Hmm. il voulait pas prendre de KO en fait. Il venait pour ne pas perdre. Et ça s'est ressenti. Mais je me souviens des débats en fait. C'est parce que sur ces 1, 2, 3, 4, 5 derniers combats, en fait, il y avait 3 victoires. Donc c'était ça en fait le Ouais. truc, c'est qu'il était sur 3 victoires, là il venait de perdre et effectivement ils l'ont cut. Mm. Mais Bah oui, écoute, non, c'est pour ça. Pavlovich, Je savais qu'il y avait un truc un peu bizarre. Pavlovich qui remonte à la 3e place, hein. Il est 3e là, des poids lourds. Qui remonte à la 3e place. Mais alors attends, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'il est passé devant qui? Devant Volkov? Non. Attends, Non, parce qu'il y a Aspinal, il est premier, voilà, Gann, il est deuxième, Ouais, Volkov, Après c'est Volkov, ouais, et après c'est Pavlovich. Pavlovich. Donc je pense qu'il a dépassé Waldo Cortez Acosta, qui était Ouais, repassé c'est devant possible. lui, mais qui a perdu contre Volkov. Bah t'as pas le reste du classement? Si, si. Donc Parce qu'ils mettent normalement ils mettent les montées et les descentes sur le classement. là, il n'y a pas de flèche à côté. D'accord, ok. Ok. Là, il n'y a pas de flèche à côté. Donc Euh, Bon, bah écoute, c'est cohérent, hein, de toute façon. Et puis, dans la logique des choses, il a battu Waldo Cortez Acosta, qui soit au-dessus, c'est pas hmm, choquant. ouais. Donc, voilà. Mais en tout cas, donc effectivement, on l'a dit, Teixeira, c'est le sparring partenaire de monsieur Alex Pereira pour sa montée en loup. Je sais pas si tu l'as vu, mais il y a une vidéo promo qui est sortie sur ce fight-là. T'as eu le temps de le voir ou pas? Non, tu l'as pas vu? Non. Une vidéo promo qui a été tournée en partie à la Maison Blanche, tu sais, entre les colonnes, tu sais, je crois que alors, je connais pas bien la Maison Blanche, il y a peut-être des gens plus habitués à avoir été aux États-Unis. Moi, je ne suis jamais allé, mais je crois que c'est les colonnes où il y a la statue de Lincoln, je crois, quelque chose comme ça. Alors, je sais pas si c'est l'IA ou pas, hein, mais en tout cas, voilà, il y a ces colonnes-là. Donc, il y a le highlight, comme d'habitude, dans ces vidéos-là, tu sais, dans ces vidéos-là des différents bons moments des deux combattants. Effectivement, force est de constater qu'il y a plus de KO chez Pereira que chez Cyril Gane, parce que dans leur carrière, de toute façon, Pereira a mis plus de KO que Cyril pour dedans. Mais celui qui parle de finish dans la vidéo, c'est Cyril Gane. Il dit je suis vraiment impatient pour ce combat en heavyweight, ça c'est ce qu'il dit dans la vidéo. Pereira est un immense champion, mais cette catégorie c'est la mienne. Je suis un striker très technique, un combattant de très haut niveau. Je suis différent, avec un style qu'il n'a peut-être jamais affronté auparavant. Pereira possède une énorme puissance de frappe, mais ça ne m'impressionne pas. J'en ai pas peur. Je suis en mission, mon objectif est clair, remporter cette ceinture, gagner ce combat pour devenir le champion incontesté. Je vais le mettre KO. Et Pereira, il a répondu dans cette même vidéo. Les gens parleront toujours, mais pendant qu'ils parlent, moi je suis concentré sur la victoire. J'aurai le bras levé, en vainqueur, et je vais marquer l'histoire. Ah, c'est... Qui a mis cette j'aime vidéo? bien. Comment? Cette vidéo, c'est allé où? C'est l'UFC? Elle est... C'est l'UFC qui a fait cette vidéo? c'est la vidéo de l'UFC, ouais, ouais, c'est une vidéo de l'UFC, c'est le trailer du combat, quoi. Pas le trailer, le teaser du combat. J'ai vraiment hâte de voir ce fight. Ce fight m'excite énormément, effectivement. Franchement, en plus, Pour moi, c'est celui qui m'intéresse le j'ai plus. vu justement là, tu parles de Teixeira. J'ai vu Pereira qui parle de ses sparring avec lui justement. Et un mec qui lui dit ouais mais Mhm. mets-le dans la même posture que Gann parce que Gann il se met en gaucher tu vois. Lui dit il y a Pereira qui dit non moi je calcule pas ça tu vois. J'en ai rien à foutre. Il a dit clairement j'en ai rien à foutre.
Il est plus à l'aise en droitier, donc il reste en droitier pour les sparring. Il a dit ça, c'est pas quelque chose que je calcule. Donc en gros, Alors qu'on a vu par le il prend passé pas que les spécialement, gauchers lui posaient problème. ce qui veut dire que il adapte pas les sparring partners en fonction du mec qu'il va affronter. Tu vois. De toute façon, j'ai envie de te dire, là où il a raison, déjà, c'est que va trouver un sparring partner qui combat comme Cyril Gane. Tu sais, quand Cyril Gane dit qu'il a un style qu'il a peut-être jamais affronté auparavant, c'est vrai. Parce que même tu prends Adesanya, c'est pas le même style que Cyril Gane. Il est beaucoup moins mobile que Cyril Gane. Il joue pas avec les mêmes armes. C'est pas le même jab. C'est pas le même. Enfin, tu vois, c'est Non pas mais le. tu vas trouver, tu peux trouver des profils comme Gann dans une caté en dessous. C'est pas chez les lourds qu'il faut viser un profil comme Gann. Oui, je suis d'accord. Ça, par contre, je suis d'accord. Et c'est Mais le mais problème est le même de l'autre côté. Hein. Va trouver un mec qui boxe comme Pereira. Ça n'existe pas. Même son shadow, il est inexplicable. Donc en fait, préparer ce combat debout, en fait, tant que t'es pas dans la cage face au mec, tu peux pas savoir à quoi t'attendre. ouais. D'autant plus que Cyril Gane, là, il a dit dans une. J'ai regardé la vite fait tout à l'heure avant qu'on enregistre que il y avait des chances pour que ça se passe pas qu'en striking. Hein. De toute façon, ça, je le dis depuis le début, mais c'est pas incohérent qu'il fasse parler la lutte et le sang. Donc ce combat, en fait, pour J'ai hâte moi, de ce faire que j'aime dans l'analyse. ce Hein. combat, J'ai hâte de faire c'est qu'il y a l'analyse beaucoup parce j'ai d'incertitudes. hâte de faire l'analyse parce que j'étais très très sûr de moi à l'annonce du combat. Et là, j'ai commencé à regarder pas mal de fights. Et je peux te dire que je suis très très proche dans mes pronos là. Ça s'est vraiment rééquilibré moi. Mais tu vois, là, toi d'avoir lancé le fait qu'il fallait qu'on analyse toute la carte, alors qu'on a un combat comme ça à analyser et qui m'intéresse beaucoup plus que, quoique, moi j'ai commencé, pour te dire, j'ai commencé vite fait, j'ai fait style, juste, enfin, j'ai commencé vite fait. J'ai pris du retard quand même parce que je voulais avancer plus que ça, mais je te dis, enfant malade, donc ça a été compliqué, je peux pas regarder des combats, sinon je m'occupe de lui. Mais le, j'ai fait Steve Garcia contre juste Diego Lopez, vite fait, tu vois. Donc, finalement, en analysant le combat, ça m'a quand même hypé un petit peu ce combat-là, parce que il y a des armes de part et d'autre qui m'intéressent. Steve Garcia, tu vois, je connaissais pas trop le profil. En l'analysant, j'ai bien kiffé le combattant, mais bon, tu vois, je me dis si on veut faire vraiment du travail de qualité, on peut pas tout analyser. Et surtout, quand t'as un combat Non, comme celui-là, on a nos deux combats principaux. Le reste pour moi on survole. On en dit un mot ouais, quoi. si on voulait, on en dit un mot. Ouais, mais ça, c'est du temps quand même, c'est du temps, c'est du temps. Et donc, t'es obligé de regarder. Tu sais très bien que je sais pas dire un mot. Faut que je regarde 3, 4, 5 combats par combattant, tu vois. C'est ça le problème. Sauf les combattants que je connais très très bien, tu vois. Diego Lopez, on a analysé plusieurs fois, voilà. Mais après, sinon, bref, passons sur cette parenthèse. Mais ce combat-là me hype parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes. Même sur parce que l'incertitude de Pereira en poids lourd, comment ça va se passer et ce qui va tenir sur la durée, tu vois. Bon, déjà, est-ce qu'il y aura de la durée? Bon, déjà, ça, c'est une autre histoire. Mais est-ce qu'il va tenir sur la durée? Est-ce qu'il va pas avoir une perte de vitesse? Comment il va se déplacer? Enfin, tu vois, il y a plein de choses qui m'intéressent. Et comment il va gérer les déplacements, surtout de Cyril Gane. Et après, derrière, côté Cyril Gane, bon, bah, comment il va gérer Pereira et son striking. Et surtout, comment il va aborder le fight, parce que je suis persuadé qu'il va l'aborder différemment de d'habitude. Enfin, quand je dis différemment, avec plus de densité technique, tu vois, plus d'ampleur technique que d'habitude, parce qu'il a tellement travaillé sur sa partie lutte, sa partie sol, que j'ai du mal à le voir ne pas y aller, alors qu'il y allait déjà avant. Tu vois, tu le vois contre Volkov, même s'il c'est parce qu'il avait le pied pété, mais il amène au sol. Tu le vois sur ces différents fights, il a amené au sol au moins une fois. En tout cas, au moins tenté au moins une fois. Au Et moins là, maintenant tenter, qu'il ouais. a bossé en plus ce domaine, j'ai du mal à le voir ne pas y aller et de rester en striking, ce qui serait peut-être même Une une erreur. bêtise, parce que, Mm. tu vois. Mais c'est surtout, quand je vois Gann se parer avec des combattants de ouf en boxe pied-point et en boxe anglaise, et quand tu vois avec quelle facilité il est au niveau, voire même au-dessus, alors après tu sors les images que tu veux sortir. Mais, putain, la dernière fois je regardais encore une vidéo de lui où il se parait avec un boxeur invaincu en boxe anglaise. Tu le vois et en fait tu te dis, mais c'est lui qui touche, qui esquive, qui prend pas de coups. Cette fluidité, cette variété de coups,
Ça frappe au corps, à la tête, ça remonte, c'est varié, c'est rapide, c'est Ouais, impressionnant quand même. ouais. Mais c'est l'entraînement. C'est pas le Ouais, combat. C'est pas des mitaines de 4. C'est pas le même ouais, mais impact. bon. C'est pas pareil, ça change tout. Ah, mais derrière, t'as eu Ngannou, derrière, t'as eu Tuivasa, derrière, et Tuivasa avant, parce que si tu regardes Tuivasa les derniers fights, Tuivasa quand il était en pleine bourre. Parce que c'est Tuivasa quand il était en pleine bourre. Tu vois? Donc bon, écoute, je sais pas, mais justement, c'est ça qui m'excite, c'est de voir Ouais. toute cette incertitude autour de ce fight-là, tu vois. L'analyse, elle va être très intéressante. Ouais. À la limite, je te dis, j'ai pas envie de faire les autres fights, j'ai juste envie d'analyser celui-là, d'analyser quand même Topuria, Ah oui, bon, oui. parce que ça m'intéresse. Et voilà, moi, c'est ces deux fights-là qui m'intéressent. Après le reste, c'est un peu moins. Enfin, c'est un peu moins. Tu vois, attends, on est sur la carte, mais Ah non, il y a un autre combat qui me plaît bien, là. Attends, je sais plus c'est lequel. attends, j'y vais. Presque. Freedom, Freedom. Il y a Sean O'Malley contre Zahabi, il y a Joshua Kidd contre. Ah, mais c'est Ah, celui-là que tu kiffes, Joshua Kidd non, contre Derek Lewis. non, c'est Ruffy, Non, Ruffy Chandler. Ruffy Chandler. Ruffy Chandler, ça va être Ouais, un combat champagne. ça va être un combat champagne, effectivement. C'est que Et Bonical, Kaidokos. c'est vraiment Tu vois, le combat qui me rend fou parce que Chandler qui viendra avec une bonne stratégie, il peut gagner ce con. mais bien sûr, C'est ça le pire. bien sûr. Mais il va prendre son KO comme d'hab. En fait, c'est soit il nous fait le Chandler de l'époque de comment il s'appelle, Hooker, tu sais, Oui. où il arrive très bas, il envoie son parpaing, machin. En fait, il vient frapper au corps pour remonter à la tête. Je le disais à l'époque, de toute façon, il est jamais aussi fort que quand il fait ça. Quand il ne fait pas que chasser la tête. Quand il chasse le corps pour remonter à la tête, c'est là où il était très bon. Hein? C'est quand il a commencé à chasser que la tête, où en fait, il a commencé à décliner et s'il fait ça et qu'il mixe avec la lutte, on sait que le fil va tomber. De toute façon. Donc après, ce qu'il y a, c'est que voilà, il faut qu'il le finisse rapidement. Si ça dure, c'est Ruffy qui gagne. Je sais pas, hein, il a un sacré cardio, Chandler, hein. Je sais pas, c'est quoi cette légende de Chandler n'a pas de cardio? Chandler, il a un putain de cardio. Il fait 5 rounds avec Non, Oliveira, il gagne le dernier round. Chandler, il va au bout de ses fights, mais il décline dans le fight. Tu vois, il est moins explosif au fur et à mesure du Ouais, fight. Et donc, mais il moins reste il sera dangereux. explosif et plus il reste dangereux. Mais bon, face à un Ruffy qui est un striker d'élite, qui aura plus d'allonge, enfin, tu vois, qui est très précis. J'ai envie de te dire, si tu baisses en intensité, forcément, tu vas être moins fort dans tes entrées, donc tu vas t'exposer à te faire contrer. Oui, mais c'est en 3 rounds. En 3 rounds, franchement, il pourrait le faire. Je sais que ça va pas se passer, hein, Ouais. mais il pourrait le faire. Écoute, on sait jamais, hein. Il Pour me une fois, il pourrait frustre, se dire, je allez. te jure, il me frustre, Chandler. Je kiffe ce combattant. Je suis dur avec lui parce que je kiffe ce combattant. Bon, est-ce qu'on serait pas en train de faire le podcast avant le podcast, J'ai là, pour le l'impression, coup? j'ai l'impression. C'est un peu ce qu'on est en train de faire. Mais bon, moi, je vais juste clôturer en disant que tu vois, quand je vois le combat, Diego Lopez, Stevie Garcia m'intéresse bien. Bonical, Kaldokos, tu vois, rien que ça, tu vois, tu me dis, il faut analyser ça. Ben, j'ai pas envie. Josh O'Kitt, Derek Lewis, j'ai pas envie. Sean O'Malley et Manzabi, allez, peut-être Non, un peu, bah allez, vite fait. on peut sauter les deux alors. Allez, sautons ces deux-là au moins. Parce que franchement, Josh O'Kitt, j'ai pas envie de l'analyser, mais pas du tout. Et parce que déjà, je ne supporte pas ce combattant. Déjà, je vous l'ai déjà dit. Et puis Je ne non, le mais de supporte toute pas. façon, C'est même pas même côté Derek Lewis, il y a rien à analyser. Derek Lewis, maintenant, il vient pour envoyer un gros crochet du droit à la fin de l'histoire. et se fout en calbar. Il veut que ça, lui, de toute façon. Lécher ses gants et se foutre en calbar. Donc, ok, on enlève ces deux-là. Bref, on enchaîne parce qu'on a dit Topuria. Topuria, c'est le main event de cette UFC. Et force est de constater que en fait, il est encensé, encore une fois, par toutes les personnes qui le croisent. Tu sais, c'est vraiment, tu sais, en général, tu peux dire ce que tu veux de toi, ce qui compte, c'est ce que les autres rapportent de toi, tu vois. Et des gens qui ne sont pas de ton entourage direct, des gens que tu vas croiser dans ta vie. Donc, à la Maison Blanche, Topuria va affronter Gaethje, un Gaethje qui souhaite déjà le faire redescendre sur terre, déjà pour commencer. Il a réagi à la mise en scène où il place la rose devant sa photo, une rose blanche, cette rose blanche.
J'aime bien le move. Pour les autres, c'était une rose rouge. Et là, voilà, on est à Ah, la Maison Maison Blanche, Blanche. hein. La com, la com. Topuria, c'est une masterclass de communication. Il est dans une casa espagnole, habillé en costume. Il est là, c'est classe, c'est léché, il n'y a pas de fioriture. Il y a les photos posées, t'as l'impression que c'est un film de mafia, tu sais, c'est C'est vraiment ultra ça. maîtrisé. Franchement, je kiffe, hein. Moi, la com de Topuria, je kiffe vraiment. Tu sens il y a de l'inspiration parce qu'il a beaucoup été comparé et c'est le cas, hein. Au début, il y a une inspiration McGregor. Tu vois, le mec très classe en costard, etc. Mhm. Mais il n'est pas tombé dans le côté cheap, tu vois, le côté beauf. Il est Ouais. resté très classe. Et tu sens que Il est même plus classe que McGregor. mais largement, largement, c'était vulgaire, Connor. Là, ça Ouais. reste élégant. C'est élégant. Et de toute façon, la tasse de café, tu sais, c'est vraiment, tu vois, le gentleman qui Hum. arrive comme ça. En fait, c'est le méchant. Tu sais, c'est le méchant dans le film et le méchant auquel tu peux t'identifier. Tu vois que tu vas kiffer. Le méchant Souvent, on aime, charismatique. il y a, ouais, t'aimes bien certains méchants, tu vois. Et lui, c'est le méchant que tu Moi, vas bien j'aime tous aimer les dans un méchants, film. moi. Et c'est toi aussi, la vie que t'as eue. Tu peux pas être du côté de la police, c'est pas possible. Excuse-nous, Ouais, excusez-moi. excusez-moi. Tu fais une allergie à la matraque, tu vois un tonfa, tu vomis. Donc, donc pour le coup, je te comprends. Mais bon, c'est juste, t'avais pas les moyens d'avoir le costard, c'est juste ça. Mais Exactement. en tout cas, J'ai le café, c'est moi, tout. je kiffe. T'as dit quoi? J'ai le café, c'est tout. Mais j'ai pas le costard. J'ai le café dans le PMU du coin, Dans un gobelet. sur une aire de repos. Oh mon gars, c'est les gars, ils vont croire que tu faisais des go fast sur une aire de repos, le café dans le gobelet. Ah, calmons-nous, ça va. Attends, on n'est pas aller jusque là quand même. Mais en tout cas, pour le coup, non, c'est vrai que je kiffe la personnalité. C'est non, c'est parfait. C'est vraiment là, c'est une scène de film. Et puis le petit point rose blanche montre Richard Mille blanche au poignet. Tu sais, c'est non mais voilà, Ah, c'est tout. C'est le détail jusqu'au bout quoi. Tu as costume noir, Richard Mille blanche au poignet, bien en apparence, la rose blanche. Quel meilleur ambassadeur, franchement. non. Franchement, il cartonne. Il cartonne, mais tu sais il doit avoir une pression de malade quand même sur les épaules, Topuria, parce que son image est ultra dépendante de son invincibilité. Tu vois, on est sur, Mais pour le coup, on est vraiment sur le Connor Prime, Mystic Mac, où il annonce à l'avance ses victoires, qu'il mettra KO. Tu vois, par exemple, il a annoncé qu'il mettra KO Geiji au premier round. Le fait de ne pas mettre KO Geiji au premier round, ça sera déjà un échec en soi, si ça arrive au deuxième round. ouais, après je pense que c'est le genre d'échec alors oui sur le coup, mais ça sera vite oublié Ça parce sera que s'il oublié, le met mais KO de toute façon, quand même, là, maintenant, je m'attends à un KO premier round. parce qu'on sait que Geji, tu vois, il est dur à mettre KO quand même, tu vois. C'est arrivé en toute fin de fight contre Holloway. Oui, et en plus, Écoute, s'il le met, il y a eu des si circonstances, s'il- il y a eu plein de circonstances qui ont fait qu'il tombe KO contre le West. Tu vois, ouais, c'est vrai que finalement, quasiment personne, bah personne de toute façon, n'a mis KO Geiji. c'était son premier, je crois. C'était son premier KO, je crois, de mémoire. Ou Hum, attends, ça veut dire de bêtises. Je Di- sais qu'on sera fact, mais Eddie Alvarez, il le bat pas par TKO. attends, ça va être TKO, c'est pas KO. TKO, c'est pas Enfin, tu KO. vois, dans le sens, Ah oui, voilà, il l'a pas éteint. je veux dire vraiment quelqu'un qui t'éteint, tu vois. Non, bah c'est le seul. Euh, non, il y a trois défaites par KO. Il y a trois défaites par KO. Il y a Holloway, il y a Dustin Poirier, effectivement. Et oui, Dustin Poirier, il avait mis KO. Et Eddie Alvarez. Eddie Alvarez, knee punch et punch pour Dustin Poirier. Donc non, Euh, on dit une bêtise. je crois pas que Non, ce... mais je préfère nous Non mais, fact-checker d'abord. je crois pas que ce soit des KO clean de mémoire. Poirier, il lui met un KO clean. Je sais que lui, il met un KO clean à Poirier, Oui, le high kick. mais j'ai Je plus me en rappelle, mémoire les ouais, je KO. me rappelle C'est plus non pour plus. ça. Bon, c'est pas Bon, en grave. tout cas, on sait On reverra ça on plus tard. sait qu'il peut tomber KO.
De toute façon, quand t'affrontes Topuria, la question elle se pose pas. Il nous l'a montré, Par contre, tu vas dormir s'il te touche. par contre, Eddie Alvarez round 3, Dustin Poirier round 4, Holloway round 5, c'est pas premier round. Ah, durabilité. Bon, on l'a vu même que ce soit même en lutte, tu vois, si jamais ils veulent lutter. On l'a vu contre Rabib sur le premier round, il défend très très bien la lutte. Non, il va pas le buter. Il va pas le buter. S'il veut le mettre KO, il a aucun intérêt à le buter. Oui, bien sûr, mais on sait jamais. Mais en tout cas, ouais, non, ça monte entre les deux. Donc lui déjà, il veut le faire devenir humain. Il dit, c'est comme ça qu'il y a aborde la plupart de ses combats. En parlant de sa confiance, il a toujours réussi. C'est similaire à la façon dont McGregor abordait ses combats. On se présente comme une personne invincible, infaillible, et quand on perd, que fait-on ensuite? Un petit peu. J'ai hâte de lui donner une leçon. Je l'ai déjà fait par le passé. J'adore que mon adversaire se prenne pour un dieu ou un roi, car ça me permet de le remettre à sa place et de lui faire comprendre qu'il n'est qu'un humain comme nous tous. En tout cas, il y a des gens qui, comme je disais, qui l'ont côtoyé et qui le sentent différent. Tu vois, déjà, t'as Merab, qui avait déjà pris la parole, Merab, par le Oui, passé, mais qui l'a redit. Ilia est tellement fort, je n'ai pas réussi à le mettre au sol. C'est impossible de mettre Ilia au sol. Sa défense de takedown est excellente et il est très fort en lutte et en strike. T'as le coach de Pereira, donc qui a dit: je n'ai jamais vu un gars de cette catégorie de poids frapper les PAO comme ça en MMA. C'est effrayant. Ilia m'a dit qu'il ne reviendrait pas jamais en 66 kilos. Il a trop souffert. Il pesait presque 90 kilos dans ma salle de sport. Tu sais, j'ai pris cette petite phrase en plus, qui a rien à voir avec l'idée de la puissance dont il parle juste avant avec les PAO, mais c'est parce qu'on s'était posé la question de son poids hors combat hmm. pour une montée En potentielle 77, ouais. face à Islam Makhachev. Et tu vois, il disait qu'il pesait dans les 85 voire plus. Et en fait, effectivement, il pèse presque 90 kilos en dehors de la cage. Et ces 90 kilos, c'est pas gras. Tu vois, parce qu'on parlait la dernière fois de Shimaev, 100 kilos, mais où tu vois, il est un peu grassouille. Topuria, il est pas gras quand il est hors de la cage. Tu vois qu'il est toujours affûté. Donc d'ailleurs, je sais pas si t'as vu son physique là, mais il est encore plus tanké qu'avant. Laisse tomber, laisse tomber. Puis t'as vu la qualité de ses entraînements avec le matériel qu'il a, les techniques de pointe qu'il Ah a pour oui, ses entraînements et tout ça. oui, oui, j'ai bien vu ça. Alors, surtout sur la partie striking, finalement, tu vois que très peu de phases de lutte ou de sol. Mhm. T'as l'impression, de toute façon, quand tu regardes ses camps, quand tu regardes les vidéos qu'il poste, t'as l'impression que c'est un mec de l'anglaise, hein. Même dans la qualité de mouvement, etc., t'as l'impression que c'est une vidéo promo d'un combat de boxe anglaise. Mais sur cette partie-là, en tout cas, c'est impressionnant. J'ai vu juste une parenthèse, j'avais vu une vidéo, mais je sais, alors là c'est parce que tu me le dis, mais sinon je l'aurais recherché si on en avait parlé avant, mais où il tournait avec au sol avec quelqu'un qui est justement très fort au sol, et je sais plus c'était qui, et où il lui roulait dessus, mais vraiment fort. Vraiment, enfin, il a l'air d'être vraiment fort au sol aussi. Et au sujet de la boxe anglaise, des vidéos, quand tu dis ça ressemble à des vidéos de boxe anglaise, j'irais même plus loin. Dans les techniques qu'il met en place, de visualisation, de spatialisation, de réflexes Hum, dans le ring et tout ça, ça me fait penser aux entraînements un peu à la ouais, Lomachenko, c'est tu sais. inspiré de ça, hein. C'est inspiré de ça. En plus, de toute façon, maintenant, il a les moyens aussi de d'investir. De toute façon, tu vois la salle qu'il a, elle est mortelle. Et puis, il a tout à domicile. C'est ça qui est fort aussi. Ouais. Il a cette chance-là de pouvoir faire venir n'importe qui, d'avoir, on l'a déjà cité, mais son frère qui a l'air d'être un fin stratège et vraiment quelqu'un d'important dans le game plan, dans la prépa, etc. Même en tant que sparring, parce il a aussi une très bonne boxe anglaise, son frère, et je pense qu'ils se font des sacrées Mhm. guerres à l'entraînement. Donc écoute, il a vraiment tout l'écosystème pour réussir. Ouais, et puis même en termes de récupération aussi. En termes de récupération, il a tout ce qui se fait le plus à la pointe. Donc, bon, on verra ce que ça donnera. Mais en tout cas, les gens qui le côtoient, voilà. En fait, la Quand t'as le question, coach de,
La question de Topuria qu'il y avait, c'était comment il allait gérer sa rupture, tu vois. Parce que finalement, il revient de ça, là. Il revient de tous les problèmes judiciaires qu'il a pu avoir. Judiciaire. Visiblement, il s'en est plutôt bien sorti dans cette affaire. Il a été blanchi des accusations qu'il avait. Et, je sais pas, moi je sens pas même dans ses prises de parole et tout, je sens pas vraiment de problème lié à ça. T'as Justin Gagey qui a essayé de l'attaquer un peu sur ça, je sais pas si t'as vu. Bien sûr, j'allais en parler justement. Ouais, Ouais, oui, ouais, bah, qui a lancé un petit pic en mode le mec se prend pour Dieu, le mec est égocentrique, narcissique. Moi aussi, je l'aurais quitté en parlant, en mentionnant, enfin, en citant son ex-femme du coup. Moi aussi, à sa place, je l'aurais quitté. Je pense que voilà, il essaye de lancer une petite pique pour voir comment ça réagit. Ça, ouais, je pense pas ça, que ça aura un impact. ça, ça prendra pas. Non. Ça prendra pas parce que tu sais, je crois que quand tu arrives à te mettre dans ce niveau de concentration et de risque, tu sais, quand tu annonces à l'avance que tu vas être champion, que tu mets dans ta bio Instagram que tu es le futur champion, que ceci, que cela, je crois que t'es blindé, quoi. T'es déjà imperméable à tout ça. Donc non, ça peut pas fonctionner. C'est sûr que ça peut pas fonctionner. C'est comme Connor à l'époque. Connor, en fait, le truc, et c'est ça que j'aime peut-être un peu plus encore chez Topuria que chez Connor, c'est que Connor était dépendant aussi de ce qu'il allait impacter dans le cerveau de l'adversaire. Il avait besoin de Tu trash vois, talker. il avait besoin de trash talker, là où Topuria n'en a pas besoin. Tu vois, il n'a pas besoin de ça pour aller performer. C'est-à-dire qu'il est dans son personnage, il va annoncer à l'avance les choses, mais il n'en fait pas trop. Encore une fois, c'est de la justesse. Il va pas aller jeter un truc à la gueule de quelqu'un, lui Mhm. prendre sa ceinture, insulter ses aïeux, toute sa patrie, n'importe quoi. Enfin, tu vois, il n'a pas besoin de tout ça. Il vient, juste il dit voilà, il va se passer ça. Enfin, tu le sais pas En plus, encore. Voilà, je te le dis. le pire, c'est qu'il le fait de manière très respectueuse. Je crois que c'est encore pire. Tu as dit désolé, dis C'est ça. désolé, tu vois, je sais que t'es un bon combattant, limite t'es une légende, etc. J'ai rien contre toi, mais tu vas dormir. Ça te fait encore C'est plus de ça. seum. C'est ça. Je tiens à te le dire. D'ailleurs, il y a le père de Geji qui a pris la Mhm. parole et qui dit Justin affronte encore un petit combattant de petite taille et il s'en est très très bien sorti contre Chandler, Fiziev et d'autres. Alors, déjà, tu compares Chandler, Fiziev et Topuria. Voilà. Je vois simplement le même scénario se reproduire pour ce combat. Et t'as Topuria qui a répondu les pairs espèrent, les champions savent. J'ai déjà entendu cette histoire auparavant. Des hommes plus grands, plus forts, meilleurs, des hommes qui disaient que je n'étais pas qu'un petit gars sur le point de recevoir une leçon d'humilité. Ils ont tous découvert la vérité de la même manière. Ton fils sait déjà qui je suis. Le 14 juin, toi, tu le sauras. 18-0, papa. Voilà, c'est tout. C'est, je veux bien, hein, tu compares Chandler, tu compares Fiziev, d'autres. Alors j'aimerais savoir quels sont les autres dont il parle. Franchement, Mais honnêtement, force est de constater, on serait, je pense qu'on est vraiment sur l'upset de l'année là. Si s'il arrive à le finir. Si ouais. Gedji gagne, on est sur l'upset de l'année. Ah, mais je le mets tout de suite dans ma liste. Ça, c'est sûr et certain. Mais même pas que de l'année. Il est dans le top 3 des upsets all time. Et je suis pas sûr qu'il soit troisième. Tu vois. En tout cas, pour un combat pour le titre. Ouais, ouais. Donc, pour moi, je le mets upset au-dessus, par exemple, de Strickland à des années. Tu vois. Ah, ça aussi, c'est un sacré upset, hein. C'est un sacré upset, mais je le mets au-dessus. Je le mets au-dessus parce que, tu vois, Adesanya, je le disais depuis le début, que ces mouvements, ces machins, qu'un jour ou l'autre, il se ferait cueillir, tu vois. Topuria, pas vraiment de faille. Pour l'instant, je vois pas, alors je vais réanalyser encore une fois, mais je vois pas vraiment de faille dans son jeu, tu vois. Alors, il peut prendre un high Bah, kick et il a tomber. pris le high kick de Oui, Herbert, hein. Donc s'il peut prendre celui mais de Gedji, il se relèvera pas. il se relèvera pas, bah, il s'est relevé avec Herbert, hein. Gedji, c'est au-dessus, je crois.
Oh, que je sais pas. Ouais, Écoute, mais je bon. sais pas. C'est vrai qu'il semble. De toute façon, c'est comme tous les mecs qui n'ont jamais perdu. Il semble invulnérable, Topuria. T'as l'impression qu'il va toujours trouver Ouais, la solution. mais écoute, on verra. On verra, mais ça m'intéresse. En tout cas, vite fait pour finir sur cette UFC Maison Blanche, sur la page Maison Blanche là, pour cette actu, t'as vu que, je sais pas si t'as vu passer, mais Trump a fait une corrélation, une comparaison entre la Maison Blanche et la Tour Eiffel. Est-ce que t'as vu ça ou pas? Non, t'as pas vu ça? Putain, il est exceptionnel ce mec. C'est le mec, il sort une connerie par seconde, donc bon, rien ne nous choque. Mais entre les piou piou laser, piou piou pam pam, d'explosion. Et là, il a dit quoi? Il a dit, peu de gens le savent. Alors j'ai pas noté l'expression, le truc, j'ai juste noté Trump, voilà. Mais bon, ça m'a tellement marqué que limite je peux te la sortir presque dans le texte. Peu de gens le savent, mais la Tour Eiffel, elle a été construite à l'exposition universelle de 1800, je sais plus combien, et elle devait être détruite juste après. Elle devait être démontée juste Mhm. après. Mais finalement, on l'a laissée. Et comme les gens l'ont aimée, et ben finalement aujourd'hui elle est encore là. Si jamais ça vous plaît, peut-être qu'on va pas démonter. En gros, il a dit peut-être qu'on va pas démonter la cage. Non, Peut-être qu'on va laisser le truc. C'est ça. C'est ça, mon père. Peut-être on va laisser. il va laisser la cage dans le jardin. Ouais. Écoute, pour promener Oh son, mon ouais, Dieu. ouais, pour aller marcher un peu, digérer après ton repas, tu vas marcher dans la cage. Je vois pas Ouais, le. tu vas Ouais. marcher dans la cave. Ouais. T'as vu le visuel de la fan zone qu'ils ont mis devant? Non, j'ai pas vu ça. Ça, Par contre. ouais, j'ai vu, c'est balèze, hein. 85 000 places. Ouais, c'est ce qu'ils avaient annoncé. Ouais. Ouais, franchement, s'ils remplissent ça, ça va être énorme. Moi, ce que j'ai vu, par contre, c'est que j'ai écouté Jab Live qui disait sur Jab Live qu'il fallait que les militaires qui sont sélectionnés ne dépassent pas un certain ratio de tour de nombre, de taille, de machin. Enfin, tu vois, il fallait que les mecs ne dépassent pas un certain poids. En tout cas, un certain gabarit. Si tu dépasses ce gabarit-là, déjà t'es mort. Tu viens pas. Ah ouais? Pour ceux qui seront en bord de cage, tu vois. Parce qu'il y aura beaucoup de militaires. Ceux qui seront en bord de cage, il faut qu'ils respectent un certain ratio. Pourquoi? Et je sais pas. En tout cas, voilà. C'est ce qui est dit. Non, mais c'est des lubies. Tu sais, mais là, mais non, attends. Non. Ok, il y a certains combats qui nous intéressent, mais n'oublions pas que c'est une opération de propagande. C'est une opération de propagande ce qui se passe là. C'est le jour d'anniversaire de Trump, bluff les 250 ans de l'indépendance des États-Unis. Mais en vrai de vrai, l'indépendance des États-Unis, c'est jamais le 14 juin. Hein. C'est le 4 juillet. Donc on sait très bien ce que c'est. C'est une opération de propagande pro Trump. Donc tu sais, le côté visuel, le côté, tu sais, bien ordonné, tout se ressemble, tu vois, le côté scénique qui va être mis en place, le fait d'avoir des mecs qui respectent des certains ratios, tu vois, qui se ressemblent, qui sont tous dans le même gabarit, avec le même uniforme, avec ceci, avec cela, c'est une image que tu renvoies, tu vois. Ouais, ouais. Ouais, bon après tu me diras en soi, j'ai envie de te dire c'est les codes de la télé, hein. C'est les codes de l'audiovisuel finalement, hein. Tu regardes une émission de télé sur les premiers rangs, tu mets les beaux mecs et les belles meufs, hein. D'accord, certes, mais là, moi, pour moi, ça va au-delà de ça. Je n'en dirai pas plus, mais je pense pas que ça soit que des codes scéniques de la télé, tu vois. Je pense vraiment que c'est le côté uniformisation, c'est, bref. Attends, Donald Trump, mesdames, messieurs. ça bug vachement. Tu t'as figé là. Moi, tu me vois figé ou D'accord. pas? Pas du tout. Pas du tout. On verra. Bah je On vois, je te verra ce vois que ça figé donnera depuis plus tout à tard. l'heure. Ok. Ok. C'est pas grave. Du moment que les autres me voient bien, tout va bien. On enchaîne avec Prates qui souhaite Morales pour le coup. Il ne voulait pas d'autres combats en attendant le prochain spot pour le titre, mais force est de constater qu'il devra peut-être attendre et se confronter à un autre challenger. Yann Gary semble être vraiment celui qui sera le prochain à affronter Islam Makhachev, c'est ce qui se décide le plus en ce moment. Et donc, dans le cas où il n'aurait pas le prochain spot, il serait capable de faire un prochain combat et de viser Morales. Il dit, si je n'ai pas le choix et que je dois affronter quelqu'un afin d'obtenir le title shot, alors j'accepterai.
Je pense que je choisirais Morales parce que c'est le combat qui a le plus de sens. Le numéro 2 contre le numéro 3. Oui, tout à fait. Bah, écoute, il a raison. Mais moi, toi aussi, de toute façon. Il me semble que c'est le combat qui nous semblait le plus logique. Mm. Franchement, c'est un super test en plus pour les deux. C'est parfait. Ils vont prendre encore plus de hype à celui qui gagne. Ils vont encore plus légitimer son prochain combat pour la ceinture. Donc, ouais, je trouve que c'est le combat idéal. Non, c'est le combat idéal. Et De toute façon, je pense qu'il a pris confiance. même en termes de gabarit, ils font partie des deux plus énormes. En termes de style, on sait que il nous est vendu comme un très bon judoka, donc il y a cette notion aussi de lutte, et on aura des réponses sur Prates, si jamais il est amené à lutter contre Morales. Donc non, ça peut être intéressant ce combat. Ah, mais ce combat me hype énormément. J'ai beaucoup d'interrogations sur ce fight-là. De toute façon, je pense que Prates, il était vraiment convaincu qu'il aurait le prochain spot. Je pense que quand Hunter Campbell lui a dit bon attends on en parle derrière, il lui a dit écoute frérot, on va pas se mentir, mais on a d'autres possibilités. On a déjà Yann Gary, mais on a aussi la possibilité de faire alors je sais pas s'ils le feront ou pas, mais le combat contre Topuria. Donc bon, pour toi reste actif, reste actif. On va te donner un autre fight. Donc voilà, il le dit en mode si j'ai pas le choix, mais je pense qu'il sait au fond de lui qu'il a pas le choix. Que de toute façon, alors en fait, c'est si j'ai pas le choix, c'est si Topuria se fait éteindre. Là, bon, ok, je peux attendre un petit peu, mais s'il se fait pas éteindre, c'est plus judicieux qu'il ait assuré sa place pour la suite, quoi. Non, ouais. Ouais, et puis de toute façon, c'est un combattant qui a besoin d'être actif, Prates. Il a besoin d'être actif, comme il le dit, hein, il veut pas faire de vieux os non plus en MMA. Bah, d'ailleurs, on en parlait la semaine dernière, la dernière Mhm. actu. C'est un mec qui veut quitter, qui veut prendre un maximum d'argent. La hype, elle est là. Faut surfer dessus, hein. Il faut enchaîner les fights, hein. Tant que t'es pas blessé, t'as pas de bobo, il faut combattre. Ouais, et puis il faut gagner de l'argent, il faut payer les Malboro. Donc c'est sûr que c'est sûr qu'il faut y aller. Donc voilà. En tout cas, Prates, ce combat, ça m'intéresse. Lui-même, il avait dit, on en a parlé la semaine dernière, qu'il voudrait, en cas de victoire, ceinture, peut-être accueillir Topuria dans la catégorie du dessus. On avait dit que ça n'arriverait jamais. C'est pas lui qui va descendre pour aller le chasser non plus, parce que le cutting, c'est dur. Et d'ailleurs, en parlant de cutting, ah putain, je fais une petite transition sympathique là. On a trouvé le coupable, visiblement, pour le cutting de deux flops à la ceinture. Celui de Shimaev, qui a eu un cutting difficile pour son fight contre Strickland, mais aussi quelqu'un d'autre qui partage sa team, celui de Tsaroukian. Ils ont visiblement identifié le même responsable. Donc il y a beaucoup de gens qui accusent Sam Calavita, qui est le préparateur physique de ces deux combattants, qui était préparateur physique de TJ Dillashaw aussi, préparateur physique où il y a eu Ouais, l'EPO Gate, pharmacien aussi. justement. Ouais, pharmacien, EPO. C'est celui avec lui que Dillashaw avait été chopé justement dopé. Et en fait, c'est TJ Dillashaw qui prend la défense de Sam Calavita et qui cible un autre intervenant. Il dit la personne qu'il a engagée, en parlant de Shimaev, je crois que c'est celle qu'Arman utilisait lorsqu'il devait affronter Islam Makhachev. Et elle est à l'origine des spasmes dorsaux. Il souffrait de spasmes dorsaux importants. Il aurait, alors, mais il aurait atteint le poids requis, mais il ne s'y prenait pas correctement et sa performance a été compromise. C'est pourquoi il a déclaré forfait. Donc, en gros, ce qu'il explique, c'est qu'il y a un intervenant qui a été pris juste pour le cutting, pour la perte de poids, pour Mhm. la dernière ligne droite, on va dire, que Arman Saroukian l'avait pris à l'époque quand il a raté le title fight contre Islam Makhachev, où on a dit il s'est fait mal au dos, mais tout le monde sait aujourd'hui que c'est qu'il a raté le cutting, qu'il a fortement raté le cutting. Alors certes, il a peut-être eu des spasmes dorsaux, mais c'est surtout qu'il a raté le cutting. Et puis là, aussi, le cutting difficile avec Shimaev qui visiblement a fait mourir, qui a laissé beaucoup de plumes dans ce cutting-là. Et donc, ça serait cette personne-là qui fait défaut
Si elle a fait défaut une première fois, pourquoi tu la prends une deuxième fois? Donc, en fait, moi, ça, c'est la première question que je me suis posée quand j'ai lu ça. Écoute, j'ai pas la réponse. J'ai pas la réponse, mais est-ce que ça te surprend de Saroukian, quoi? C'est pas Tarankian qui dit ça, c'est TJ Dillashaw Ah, c'est qui Dillashaw qui parle dit de cette ça. personne-là. Ouais. Pour protéger Sam Calabita. Ouais, il a l'air quand même très problématique, le préparateur physique. Bon, mais problématique. Est-ce qu'on peut dire bon? En fait, sur quoi on se base? Bah ouais. Ouais, c'est ça, c'est sur quoi on se base. C'est pas parce que, c'est exact, c'est quoi, c'est marrant que tu dises ça parce que c'est pas parce que il a fait un fight où il a tenu 5 rounds contre Dricus du Plessis, où on sait que c'est un fight où il a très peu de débauche d'énergie, qu'on peut dire que c'est le préparateur physique qui lui a permis de faire ça. C'est juste une bonne gestion de son fight et une complaisance aussi technique, enfin, tu sais, de position de Dricus du Plessis qui lui a permis de tenir son fight. Mais en fait, là, on n'avait pas la réponse non plus que le travail fait avec Puis, Calavita lui permettait de tenir un 5 rounds. Et là, on a vu contre Strickland que c'était pas le cas pour le coup. lui fait gagner son fight contre Dricus en 5 rounds, c'est plus son prof de jiu-jitsu que son préparateur physique, hein. Il a montré un bon contrôle en crucifix, il a pu bouger, zéro dépense d'énergie, fin de l'histoire. Mais Mhm. niveau cardio, finalement, tu te rends compte que bah, c'est toujours problématique. Alors oui, le cutting, ça joue énormément, on le sait. Quand tu fais un énorme cutting et ta barre d'énergie, elle descend. Non, il y a quand même un problème de fond. Il y a un problème lié au poids et il y a sûrement un problème de prépa physique. De toute façon, tous les mecs qui ont rencontré Shimaev, tous les mecs qui sont entraînés avec lui le disent, tu vois. Le mec est en surentraînement constant, tout le temps. Moi, je pensais que ça avait changé, qu'il y avait une amélioration sur ça. Visiblement, non. Le mec se met toujours dans le dur. Et en fait, c'est un gros problème, je pense, chez une grande partie des combattants. En faire plus ne veut pas dire mieux, tu vois. Et ça, c'est tous les combattants, ils ont ce truc en tête. Ils veulent toujours faire plus. Mais plus, c'est pas forcément mieux. Ça, c'est il y a des- Le mieux est l'ennemi du bien. Oui, c'est vrai. C'est cette expression. Ben, c'est vrai. Des fois, de toute façon, tu le vois, toi, même en amateur, même en grappling, tu vas dire à un mec de se reposer. Tu sais très bien qu'il va te dire oui, et puis on a fait pareil de toute façon. Tu te reposes jamais vraiment. Mais au final, c'est une connerie, tu vois. C'est une connerie. Le repos, ça fait partie d'entraînement. Et est-ce qu'on fait pas toujours la même chose? C'est quoi maintenant? C'est mes élèves qui me disent à moi, mais repose-toi. Je te jure, des fois, tu sais, je suis au bout de ma life parce que je suis vieux et parce que ma vie est pas toujours facile et je suis en train de faire des sparring. Ils me disent, mais pourquoi tu t'arrêtes pas là? Arrête, fais pas les derniers sparring. Et je dis là, je dis, non, mais si, parce qu'en fait, tu sais, tu te trouves des excuses de merde. Non, parce qu'en fait, tu sais, il faut travailler dans le dur, parce que comme ça, t'apprends aussi à survivre. T'apprends à te briser le genou, Que, à te casser le dos, à plus pouvoir bouger le lendemain. ouais, mais écoute, je sais pas ce qu'on prépare, mais on le prépare. Tu vois, moi, je prépare le prochain Open Mat. Non, mais c'est dur de se raisonner quand t'es sportif, non, c'est sûr et certain. Tu sais, en fait, t'es toujours plein de croyances, même si t'es toujours de bons conseils pour les autres, mais pas forcément pour toi-même. Après, tu sais, pour cette question de poids, alors oui, ils ont pris quelqu'un bah, s'il fait pas le taf, de toute façon, si tu fais pas le taf une première fois et ça t'a coûté, attends, moi c'est ça qui m'inquiète, c'est que le mec, ça lui a coûté le titre, ça lui a coûté une prochaine chance au titre, ça veut dire qu'il a raté le cutting de beaucoup, et on le sait, on a eu des échos, il l'a raté de beaucoup, Arman Tsarukyan. Derrière, le mec, il a pas fait le taf, il a pas su t'amener à ton objectif, pourquoi tu le prends pour une deuxième chance au titre quand tu sais qu'en plus de ça, Shimaev, c'est un mec qui a du mal à faire le poids. Je Parce te qu'en dis, fait, le problème, là, Tsarukyan et c'est... Shimaev, ils ont les mêmes problèmes les deux. Ils sont là hors camp et ils bouffent comme Bon, c'est pas après, permis. Tsaroukian, c'est arrivé une fois. C'est arrivé une fois, mais on voit quand même qu'il a tendance à, enfin, il est quand même très très massif, tu vois, pour sa caté. C'est Oui, mais de plus en plus, tu vois. ça n'a jamais posé de problème. La fois d'après, il a fait le cutting. Mais bon, en tout cas, voilà. Une chose est sûre, c'est que quand t'as un mec qui a du mal à faire le poids, si t'as déjà un mec qui t'a fait rater une pesée, tu le prends pas, tu le reprends pas. L'enjeu, il est trop important. Ouais,
Je suis d'accord. Maintenant, c'est pas les couteaux les plus affûtés du tiroir. Tu vois, et c'est très problématique parce qu'on est sur des profils qui sont techniquement qui font vraiment partie de l'élite mondiale, qui sont ce qui se fait de mieux. Mais en termes de gestion, je parle pas de gestion de carrière, je parle de gestion d'entraînement, de soins, de tout en fait. Ben en fait, comme tu le disais quand on faisait l'analyse, ils sont leur propre head coach. Et quand t'as pas quelqu'un au-dessus de toi qui te dit quoi faire et quelqu'un en qui t'as confiance, faut que quand cette personne te dit ça, tu fasses ça sans réfléchir. Bah ça peut pas fonctionner. En tout cas pas à ce stade de leur carrière. Ça peut fonctionner sur certains combattants quand t'es en fin de carrière et que tu te connais vraiment par cœur, mais à ce stade de leur carrière, non, pas possible. Et puis ils sont trop fous pour faire ça tout seul. C'est clair, c'est clair. En tout cas, une chose est sûre, hein, c'est que vu qu'ils ont identifié le responsable, ça veut dire que la prochaine fois, il y aura pas de souci. Parce que là, s'ils reprennent encore une fois ce mec-là, c'est que vraiment, il y a un problème. Une chose est sûre, c'est que vu le manque de cardio, il a pas pris de PO, Shimaev. Ça, on peut déjà être sûr. Ah, c'est clair et net. C'est clair et net. Moi, j'essaie de trouver une vanne, mais elle est pas montée. J'essaie de trouver un truc, c'est qui pouvait coller avec les lettres, mais il a pas pris de l'EPO, il a pris de l'AOC. Mais Il a trop, il a trop bouffé. Il a pris de l'AOC. C'est la viande, c'est la viande certifiée. appellation d'origine contrôlée, c'est ça? D'origine certifiée. Ouais. Exactement. Contrôlé, contrôlé. Contrôlée. Il a pas pris de l'EPO, il a pris de l'AOC. Pompé dans le Il a dosage. trop bouffé, le gros. Le Tchétchène, le gourmet tchétchène. Ah, putain. Bon, bref, tournons cette page Shimaev, et avec Eddie Hearn, qui souhaite la libération de Tom Aspinall. Tu vois, on passe chez les lourds, on est là. Ouais, de toute façon, Shimaev, il passera chez les lourds un jour ou l'autre. Donc on y va, on va chez les lourds. Et Aspinall n'a toujours pas d'accord médical pour reprendre les fights, même l'entraînement avec Sparring. Mais malgré ça, il y a Eddie Hearn qui pense tout de même à la suite de sa carrière et surtout sa suite financière. Donc déjà, il règle un peu encore ses comptes avec Dana White. On sent que ces deux-là, de toute façon, ne s'aiment pas. Je crois qu'ils avaient parlé de s'affronter à un moment. Il dit tout ce que Dana fait, mais hop, c'est me faire de la pub gratuite. Il faut qu'on envisage une ordonnance restrictive contre ce type. Sérieusement, il a complètement perdu la tête. Je ne peux pas le battre sur un ring. On connaît tous ces conneries. Il se chie dessus. Il invente juste des absurdités totalement fabriquées de toutes pièces. N'importe qui peut voir clair dans son jeu. Ensuite, il dit: j'aimerais que Dana White libère Thomas Spinal de son contrat à l'UFC. Je suis prêt à garantir noir sur blanc un salaire au moins 3 fois supérieur à celui que Dana lui verse actuellement, et probablement même 5 fois plus. J'aimerais proposer à Dana White que Dana White soit heureux pour Thomas Spinal, qui est extrêmement malheureux. Il devrait le libérer de ses obligations envers l'UFC et le laisser aller gagner beaucoup d'argent pour lui et sa famille, puisque c'est ça. Dana White, non. C'est bien ce qu'il défend, n'est-ce pas? Thomas Spinal est l'un des athlètes les plus scandaleusement sous-payés que je n'ai jamais vu. Écoute, C'est un j'ai mis suicide. ça en place. C'est un suicide. C'est un, Je comprends pas. c'est un suicide. Attends. Thomas Spinal, mis à part l'épisode du doigt dans l'œil où on a fait des tonnes et on lui est tombé dessus, mais parce que la situation est tellement ridicule, c'en est drôle, tu vois. Mais mis à part ça, moi c'est un combattant que j'appréciais beaucoup et que j'apprécie toujours, tu vois. Ça, je pense pas que ce soit un Hum, méchant gars, etc. J'ai vu pas mal de ses déclarations. En général, je suis assez d'accord avec lui. J'aime bien le combattant. Et là où pour moi il a été stupide en fait, c'est que il sert de bouc émissaire dans la guerre entre Hearn et Dana White. Eddie Hearn en a rien à foutre de Thomas Spinal. Pour moi, il l'a juste pris pour faire chier Dana White, parce qu'ils sont dans cette guerre d'ego de multimillionnaires. Il se sert de Thomas Spinal, parce que là, la déclaration qu'il fait, ça rend pas service à Thomas Spinal. Hein. C'est un suicide de carrière, là. Il est en train de lui bousiller sa carrière. Dana White, il va jamais le libérer, ça n'arrivera jamais. Vous pouvez oublier ça tout de suite. Il va lui proposer que des fights de merde juste pour faire chier l'autre, et puis t'auras rien à dire. Je comprends pas.
Je comprends pas ce Mais qu'il fait. je sais pas si t'as vu, mais Aspinall n'a pas été invité à la Maison Blanche. C'est-à-dire que t'as deux combattants qui combattent pour le titre intérimaire de ta propre catégorie, où tu es champion, et derrière tu n'es même pas invité à être dans le public. Bah, C'est un truc de fou. il tend le bâton. Alors pas lui directement là, mais en fait ton manager tend le bâton. En fait, t'as l'impression que son manager il fait tout pour créer cette guerre en fait. Si tu voudrais desservir ton gars, tu ferais ça. Ouais, et puis après, d'accord, tu libères du contrat. Ok, il va faire quoi? Il va aller chez MVP, il va faire un fight. Allez, il va peut-être affronter Ngannou ou Rico Verhoeven. Non, même pas. Verhoeven, c'est son pote. Donc, il va peut-être affronter Ngannou. Donc, t'auras ce fight-là. Après, derrière, t'as quoi? T'as pas grand-chose parce que sa carrière, il a dit qu'il voulait faire de l'anglaise. C'est ce qu'il a dit. Mais à la fois, il dit qu'il veut faire de l'anglaise, mais à la fois, il dit, voilà, j'ai navigué dans certains, enfin, dans assez de clubs d'anglaise pour avoir affronté assez de boxeurs pour savoir que je ne pourrais jamais rivaliser avec l'élite. Usyk, Joshua, Très enfin, honnête. toutes ces personnes-là. J'ai beaucoup aimé cette C'est très déclaration. honnête. J'ai beaucoup aimé cette Alors, déclaration parce qu'elle est très lucide. très bien, mais c'est stupide. Parce que tu y vas pour gagner de l'argent. Il dit, je peux peut-être battre des combattants de seconde zone. En gros, c'est ça qu'il est en train de te dire. Des combattants moins classés. Sauf que tu feras pas d'argent avec ces combattants-là. Toi, tu n'es pas suffisamment une assez grande star pour pouvoir remplir une salle. Parce que Thomas Spinal, c'est pas une assez grande star pour remplir une salle. Il est Non, encore bah moins dans d'ailleurs on le l'élite. voyait même à l'UFC Londres. Hein, celui qui remplissait la salle, c'était pas dit. Hein. C'était pas Thomas Donc Spinal. Hein. derrière, tu viens retirer tout suspense. Parce que tu pourrais jouer sur le fait que t'as du punch, que ceci, que cela, que l'anglaise, que t'as boxé avec Tyson Fury. Putain, mais vends tes fights, gros. T'es là, tu t'as juste à dire, bah voilà, moi, Anthony Joshua, vas-y, je le prends. Et si tu le prends pas, tu te fais mettre KO, bah tu te fais mettre KO, mais comme a fait Ngannou. Ngannou, tu crois qu'il se disait qu'il allait les battre? Dans Oui, sa tête. Alors oui, il je se pense dit, que oui. non mais, alors, dans sa tête, alors je pense qu'il s'est dit qu'il le battait après avoir fait le fight contre Contre Tyson Fury, Fury en se ouais. disant, attends, je vais plus contre Tyson Fury, donc je peux aller prendre Anthony Joshua. Tu vois, parce qu'on estime que Fury est un plus grand boxeur qu'Anthony Joshua. Mais, en fait, on va dire qu'Ngannou, il a sa puissance, il a sa confiance, il a plein de choses. Mais je pense qu'au fond de lui, il savait aussi que c'est compliqué d'aller graviter dans une discipline qui n'est pas la tienne à la base. Tu vois, dans laquelle tu as Ça fait c'est ta sûr, carrière. bien sûr. Bon, je pense que dans un coin de sa tête, il savait quand même qu'il y avait de fortes chances que ça finisse comme ça aussi, tu vois. Mais bon, que tu le saches ou que tu le saches pas, il a joué le jeu jusqu'au bout. Il a dit, moi, je vais y aller, je vais le mettre KO. Et Thomas Spinal, il vient de se fermer toutes les portes. T'es avec Eddie Hearn, promoteur de boxe, promoteur d'Anthony Joshua. Le mec, il peut t'organiser ça aux petits oignons. Tu dis, ah, mais non, mais de toute façon, je sais que je vais pas le battre. Non, Qui va regarder le fight? non, Personne. mais de toute façon, là, on est sur un débat qui n'arrivera jamais. Jamais Dana, il va le libérer. Mais jamais de la vie. Mais il va te faire chier jusqu'au bout, là. T'as pris une peine de 6 piges, là. Ouais, mais attends. Parce qu'il lui reste combien de combats à Thomas Spinal sur son contrat? Et tu sais, il en est pas encore à avoir signé 8 combats, lui. Je crois qu'il doit lui rester, aller un ou deux, quelque chose comme ça. Je suis pas sûr, hein, parce que je crois que quand tu prends la ceinture, tu renégocies tout de suite, dans la foulée. Ça veut dire que quand il a pris la ceinture à qui il a pris la ceinture? Il a pris la ceinture à Pavlovich Voilà, il avait la ceinture intérimaire, qui s'est transformée en vraie ceinture, c'est ça. pour affronter Cyril Gane. Donc à ce moment-là, il a dû renégocier pour au moins 4, 5 fights. Hein. Allez, on va dire 4. C'est le classique. C'est 4 combats. Tu vois. Mhm. Donc il en a déjà fait un. Alors est-ce que Pavlovich ça compte dans les 4 combats? Ou est-ce que c'est après Je Pavlovich? sais pas. Je sais pas. En général, tu renégocies avant. Donc ton premier combat c'est Pavlovich, le deuxième c'est Cyril Gane. Il t'en reste 2. Tu renégocies avant, mais à partir du moment où tu gagnes la ceinture, t'es floué. Parce que tu renégocies après la prise de ceinture. Ah, je sais pas. Je sais pas. Là, enfin, pour ce cas-là précis, je sais pas, parce qu'en plus c'était un titre intérimaire. Donc peut-être que. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, bon allez, il lui reste 3 combats. 3 combats, il est jeune, hein. Là, il prend alors Ah, faut-il qu'il puisse encore revenir voilà, déjà pour commencer. Non, mais déjà. on est d'accord. Mais bon, allez, partons du principe qu'il peut revenir. Il va prendre le vainqueur de Pereira contre Gann. Puis après, bah, s'il est champion, de toute façon, bah, il pourra, enfin, tu vois, il sera quand même en position de force.
Bon, on va souhaiter qu'il ne le soit pas. En tout cas, si c'est Cyril Gane qui prend le titre intérimaire, on va souhaiter qu'il ne soit pas champion. Mais, mais bon, il peut finir ses fights et après dire ciao bye bye, tu vois. Oui, mais en tout cas, il finira son contrat. Il faut pas compter sur le fait que Dana va le libérer, ça n'arrivera jamais. Mais bon, allez, il a quel âge, Aspinall? Il est jeune encore. Il doit 30 ans. avoir 30, Tom Aspinall. 31, non, 32? Ah, attends, je vais te dire ça tout de suite. Il a 33 ans. 33 ans, il a encore le temps de faire de l'anglaise, hein. Enfin, tu vois, il fait, allez, même si t'en prends pour 3 ans. Allez, 36 ans. en combat par an. 36 ans, tu peux encore faire de l'anglaise. Mais Oui, bon, là, ouais, en tout cas, ouais. quoi qu'il arrive, il s'est fermé toutes les portes pour l'anglais. Il s'est fermé tout. En fait, voilà, il y a aucune, enfin, même si c'était qu'un seul fight, tu sais, où tu prends ton billet pour ta retraite. Moi, j'ai aucun intérêt à regarder ce fight-là. Alors après, bon, les déclarations, elles passent, donc voilà. Mais cette déclaration-là, en fait, bah, elle est pas du tout business, hein. Elle est très honnête, je suis d'accord avec toi, il a raison de le dire, et je pense que de toute façon, au fond, tous les combattants de MMA le savent que quand ils vont chercher quelqu'un en anglaise, un champion, ils savent très bien qu'ils vont se faire cogner, hein. Belal Mohamed, quand il disait qu'il pouvait boxer avec Canelo, Il sait très il bien. savait très bien Euh, qu'il allait se faire mettre KO, on est d'accord. Tout le monde le sait. Mais t'as quand même ce truc de se dire, allez, il est confiant. Et là, il y a même pas ça. Là, tu te dis, bah, en fait, le mec, il sait très bien qu'il va perdre. Donc, on sait aussi. Donc, voilà, fin, je fais pas pour ce fight. Je peux pas le vendre, ce fight. ah ouais. Donc, Je te bon, dis, il sort, il est libéré de son contrat. Je vais te dire, il va pas gagner beaucoup, hein. Il va gagner contre Ngannou et puis c'est tout. la com de Aspinal, elle est catastrophique. Que ce soit Ouais. ses prises de micro à lui, dans le sens où, comme tu dis, finalement, il sait pas se vendre. Il est presque trop honnête. T'as l'impression il est hors du game, Aspinal, des fois. Et, Pour être conseillé. et puis son management, il est catastrophique. Ouais. Après, son manager, il fait son taf. Enfin, il fait son taf. Ils ont pour objectif d'être libérés du Mais contrat non, UFC. mais Il non, fait son taf. il fait pas son taf. Tu vois. Il fait pas son taf. Tu peux pas dire ça. S'il ferait Non, son mais taf, il le fait bien ou il le mais fait pas non, il bien. fermerait sa Tu vois, bouche, mais voilà. il paierait des avocats, il ferait les trucs en soum soum. Tu sais très bien, c'est comme si là, en fait, la situation, c'est comme si tu vas demain dans ta boîte, tu vas voir ton patron et tu dis, je t'emmerde. Je l'ai déjà fait. Moi aussi, moi aussi, mais j'ai pas eu d'évolution, tu vois. Je suis toujours au même poste. Mais, on est dans cette situation, en fait. C'est, publiquement, tu peux pas rentrer en clash avec. Et en plus, il y a eu d'autres cas avant. Donc tu sais comment ça va se passer. C'est pas le premier à s'attaquer. C'est très bien que l'autre c'est un haineux, Dana White. C'est un haineux, il va te Ouais, faut pourrir voir. la vie. Bon, pour moi, c'est très très mauvais choix. Après, c'est pas dit que Eddie Hearn ne soit pas aussi en soum-soum en train, tu sais, il y a peut-être ces prises de position là, et puis en soum-soum, il a peut-être ce truc où il essaye de libérer de son contrat aussi, tu sais, d'un point de vue judiciaire. De toute façon, ils l'ont dit, hein, tant qu'il y a le Ali Act, même si Dana White veut faire sauter cet Ali Act, mais tant qu'il y a le Ali Act, il y a une porte de sortie. Il faut juste savoir l'utiliser et avoir les moyens de l'utiliser. Donc, Écoute, à voir, jusqu'à on verra. présent, personne ne l'a fait en tout cas. Ah, mais parce que personne ne connaissait aussi cette brèche, tu vois. Et bien sûr, Arrête. on l'a pas divulgué. Non, 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 je suis pas d'accord. Les mecs ont les meilleurs avocats du monde. Tu vois, un Connor à l'époque quand il voulait recombattre en anglaise et qu'il voulait rompre son contrat, tu vas pas me dire qu'il pouvait pas se payer les meilleurs avocats de tous les États-Unis pour avoir cette brèche. Non, non, Ah, mais c'est pas aussi simple Connor, que c'est ça. grâce à cette brèche qu'il a réussi à avoir le combat contre Mayweather. C'est parce qu'il a menacé de cette brèche, tu vois. Après, lui, s'il est resté, c'est parce que ça l'arrangeait de rester aussi. Tu sais, après, il y en a aussi certains, ça les arrange de rester à l'UFC, de négocier avec l'UFC aussi. Non, moi, je pense que c'est plus complexe que ça. De casser ce contrat-là avec l'UFC, ça doit être un vrai bourbier. Il doit être scellé de chez scellé. Ouais. En tout cas, l'anglaise. Beaucoup en parlent. Beaucoup en parlent. Il y en a un autre qui en parle. C'est Curtis Blade, qui défie Ngannou en boxe anglaise. On Donc, l'a il dit, on l'a déjà vu.
On l'a déjà vu, il a fini avec l'œil gonflé 2 fois. Bien sûr qu'on l'a déjà vu. Donc, donc c'est criant de vérité, mais tout le monde veut son dernier gros billet avant la retraite. Preuve que l'UFC ne paye pas suffisamment ses combattants. On l'a déjà dit, on le dit presque toutes les semaines là, en ce moment. Donc c'est le cas de Curtis Blade. Il dit plus je vieillis, plus je réfléchis à la manière dont je veux que mon aventure se termine. Je regarde certains combattants comme modèles, des gars comme Drew Dober ou Neil Magny. Je veux rester à l'UFC aussi longtemps que possible et je veux finir ma carrière. Je veux y finir ma carrière. J'aimerais laisser un héritage comparable au leur. Il dit je pense que c'est un objectif complètement atteignable. Je pourrais vers la fin faire peut-être un combat un peu inattendu, un combat de boxe, peut-être affronter quelqu'un comme Ngannou en boxe s'il est encore actif à ce moment-là. Tu sens que le mec, lui pour le coup, tu vois, il laisse des garde-fous de malade. C'est-à-dire que il dit voilà, j'aimerais bien affronter Ngannou en boxe, mais quand même, hein, moi je veux rester à l'UFC jusqu'au bout, hein, parce que c'est peut-être un peu fou, c'est fifou. Je vais peut-être faire un combat de boxe, tu sais. Mais tu sens que le mec il veut y aller, mais il veut pas se griller avec l'UFC parce qu'il sait que c'est pas une suffisamment grande star pour, tu vois, il veut pas griller sa place quand même. Donc il veut son dernier chèque, mais à la fois il veut pas perdre ce qu'il a aujourd'hui, c'est-à-dire sa tribune à l'UFC, quoi. Tu vois. Ouais, ouais. Écoute, de toute façon, personne n'a envie de voir ce combat, Curtis. Reste à l'UFC, c'est On est mieux. d'accord. Reste à l'UFC. Euh, Josh Oakley qui vient de lui gonfler les lèvres, alors Ngannou, actuellement, je pense qu'il le tue, hein. Déjà, quand il était plus jeune, Mais on a vu ce que ça a donné. Et encore, il y avait de la c'est lutte, ça. tu vois, il pouvait accrocher, il pouvait menacer avec la lutte. Si on est sur de l'anglaise pure, ça va être un assassinat. Quand on sait que Curtis Blade gère très mal les punchers et qu'à chaque fois il se fait déconnecter salement, effectivement, je vois pas l'intérêt. À part le fait de prendre un billet, effectivement, mais sinon, non, parce qu'il sait qu'il n'a pas la notoriété pour aller chercher un boxeur de renom, tu vois, pour le coup. Donc il cherche Ngannou, mais Mais ce combat, bah, ça aurait été intéressant s'il y avait eu un partout, par exemple. Tu vois. Là, hum, ils se sont affrontés 2 fois en MMA. Oui, ils se sont affrontés deux c'est une fois. bonne question. Il perd 2 fois contre Je Ngannou. crois que oui. Une première fois pour arrêt de l'arbitre, je crois, l'œil gonflé, je crois. Attends, je vais te dire ça tout de suite, je suis dessus. Ah, mais je aussi. Donc, il perd contre Ngannou, ouais, une première fois par TKO. Il a KO 45 secondes après. Docteur Stoppage pour l'œil au round 2 Voilà, dans son premier c'est combat, ça, et après c'est 45 secondes, il le met KO. c'est ça. Donc 2 fois, Donc, donc aucun intérêt. donc bon, jamais 203, comme on dit. Je pense que c'est ce qui s'est dit. Non, non, la communication, c'est quand même quelque chose d'important. Et là, tu vois, quand tu vois des sorties comme ça, des déclarations comme ça, bah, après, quand t'es modèle, alors, avec tout le respect, mais Drew Dober et Neil Magny, que tu dis que t'aimerais finir ta carrière comme eux, bon, c'est deux combattants que j'aime beaucoup, hein, c'est pas le problème, mais bon, c'est pas les modèles de tout le monde, quoi. Non, mais c'est des modèles à sa valeur, entre guillemets. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que Blades, c'est pas un top. En fait, il se retrouve à être dans le top des lourds, mais parce que la KT est plus que vide. Hum, En fait, si tu veux, le top 5 des lourds équivaut au top 15 des légers, on va dire, ouais. en proportion. Donc, je trouve ça assez logique qu'ils se comparent à eux et qu'ils prennent pas des exemples de mecs que tout le monde, que des champions auraient cités. Non, mais voilà, mais c'est ce que je te dis, c'est cohérent, mais c'est pas non plus, voilà, il se met à son niveau, Hmm. donc ça montre son niveau. En fait, c'est plutôt ça, c'est dans ce sens-là que je voulais dire. Donc après, Il quand tu, admet son niveau, enfin, il admet que c'est pas, qu'il est loin du titre, quoi. c'est ça. Mais après, quand tu vas aller chercher à prétendre un combat contre Ngannou en boxe, bon bah voilà, c'est là où tu sais, voilà, t'aurais dû t'arrêter juste sur voilà, point. Enfin, Est-ce je veux que, finir ma carrière à l'UFC est-ce de cette que, manière, et puis voilà. est-ce que stratégiquement, tu penses pas qu'il ferait ça pour que l'UFC le garde, justement, dans le but de rester à l'UFC? Parce que là, il enchaîne victoire, défaite, victoire, Bah, défaite. Est-ce qu'il fait pas ça? Juste ce petite annonce de
Pourquoi pas Ngannou? En Bien mode, sûr. si l'UMC, il envoie un message masqué à l'UFC en mode, si vous me cuttez, je vais MVP. Ah, ouais. Ah ouais. Ouais. Voilà, c'est capillotracté. Eh, Je sais que t'as pas grand chose à tirer. Mais, non, mais oui, ouais, ouais, alors ouais, ouais, ouais. Ah, je sais pas. Ah, ouais, ça, pourquoi pas, hein. Mais, je sais pas. Franchement, honnêtement, moi, quand tu m'as dit ça au début, quand t'as commencé ton intervention, je l'ai plus vu dans le côté, ouais, je suis corporate, j'aimerais finir tu sais, ouais, s'il vous plaît, plutôt s'il vous plaît, je suis corporate, je vous le prouve, là, je suis là, je marche sur des œufs, j'aimerais finir de ma carrière, même si c'est pas une carrière qui sera resplendissante, tu vois, quand il cite Drew Dober ou Magny, tu vois, ce sera pas forcément la plus éclatante, mais voilà, bon, j'ai été un bon compagnon, gardez-moi jusqu'au bout. C'est plutôt dans ce sens-là, en mode s'il vous plaît, plutôt que je vous menace de. ouais, mais c'est pas une menace. C'est genre vous faire comprendre que je peux aller ailleurs. Je sais pas. Oui, mais ça, Oui, tout le monde peut y aller mais ailleurs, tu vois, c'est ça le truc. non, mais moi qui reste à l'UFC. Moi, je pense qu'il a tout intérêt à rester à l'UFC, Curtis Blade. Franchement. Oui, parce que le problème avec Curtis Blade, c'est que je suis même pas sûr qu'il performe véritablement dans d'autres orgas, tu vois. Il est bon, hein. Et Curtis Blade, c'est un bon combattant, mais bon, Mais même tu vois, au-delà de performer, je suis même pas sûr qu'il prenne des énormes salaires, enfin qu'il soit plus payé ailleurs, Curtis Blade. oui, oui, ok. Non, c'est clair, c'est clair. Ah, la communication, c'est important. Il y en a un qui use et abuse de la communication, c'est notre cher Stéphane Hatch, Chauffourier. qui nous a regratifié d'une belle affiche faite avec l'IA. Je crois qu'il a découvert l'IA et en fait, il s'éclate. Tu sais, c'est un boomer. Je le dis avec tout le respect, bien sûr, hein, c'est une vanne. Mais c'est un boomer qui a découvert l'IA et qui s'amuse à faire des affiches le soir dans son lit. Regarde chérie, regarde, t'as vu ce que j'ai fait? Regarde le bras que je me suis fait parce qu'il s'est fait un bras, mon vieux. Et il a plus de muscles que ce que l'homme, tu sais, rappeur maquis. Tu vois, il y a trop de muscles. Il y a un Oh démon sur son putain, bras. j'ai pas vu l'affiche. Bah, faut que tu vois la fille. Mais va vite fait sur son Instagram, tu vas tomber dessus. Comme ça, tu sauras de quoi je parle. J'ai pas Et Insta donc, sur ce téléphone-là. ah merde. Mais tape, Je vais je sais regarder. pas. Peut-être que tu peux, Je vais sur trouver, ouais. Google Images. Sur Google Images, tu peux peut-être trouver. Donc, on l'a dit la semaine dernière, mais il y a des négociations avec toutes les grosses organisations, MVP, PFL, UFC, et on va très vite savoir où est l'avenir de Saladin Parnasse. En tout cas, c'est en cours. Et donc là, il a sorti une nouvelle affiche avec lui en train de checker donc Dana White avec des contrats devant lui. Tu as deux tableaux. Donc, tu as Saladin Parnasse en fond, Saladin Parnasse The Next Generation, il y a marqué dessus. Dans le fond, j'ai l'impression que c'est Conor McGregor. Et en IA, tu vois, mais bon, le costume, la coupe, j'ai l'impression que c'est Conor McGregor. Et tu as du côté de Conor McGregor, tu vois, t'as The Old Era is over. Et de l'autre côté, t'as New Era, New Champ, pardon, New Legend, tu vois, avec écrit septembre 2026 point d'interrogation. Et la légende, c'est le scénario parfait, mais pas à n'importe quel prix. Taguer Dana White pour montrer, Dana White va le détester. Taguer Dana White pour montrer à l'UFC à quel point Saladin est une superstar. Donc il veut que tout le monde en commentaire tag Dana White. Là, on était déjà, quand j'ai pris la capture d'écran, on était déjà à 1121 commentaires. Donc s'il y a 1121 personnes qui ont tagué C'est Dana bon, White, j'ai l'affiche. J'ai l'affiche. t'as l'affiche. Et derrière, il y avait la deuxième affiche avec marqué Il s'appelle Road comment le to film de Stallone avec les bras de fer? Over the Top. Ils sont en mode over the top là sur la photo. C'est, c'est, quand je retourne ma casquette, je fais le vide dans ma tête. Et là, je suis une machine. Over the Top. Ah mon Dieu, ça c'est une dédicace à monsieur Arnaud Piété, qui le faisait tellement bien à chaque fois quand on était parti, c'était en Lituanie, je crois, pour à Chiolai, pour une compétition. À chaque fois, il me la faisait celle-là. Quand je retourne ma casquette, je fais le vide dans ma tête.
Qu'est-ce qu'on avait rigolé. Bref, passons. Derrière, donc Road to the UFC Title, d'accord, où là, il annonce les différents fights pour arriver au titre contre Topuria. Alors, là, c'est là, la vraie pépite, elle est là. Le bras, tout ça, c'est quelque chose, mais la vraie pépite, elle est là. Premier fight, on a un retraité, Dustin Poirier. Deuxième fight, on a une cohérence avec Holloway. Allez, admettons. Troisième fight, on a Conor McGregor, qui on sait pas ce qu'il va devenir à l'avenir. Déjà laissons-nous faire ce combat contre Holloway, puis on verra ce qu'il va devenir derrière. Et après, il a tout de suite le title fight contre Topuria. Euh, en fait, ce qui me dérange dans cette affiche, encore une fois, et c'est pour ça, et je sais pas, peut-être que l'avenir me donnera tort et que en septembre tu auras Salah à l'UFC Paris. Hein. Mais quand je vois cette affiche, en fait, je me dis, c'est mort, ils veulent pas y aller à l'UFC. Ils veulent pas y aller. En fait, ils veulent pas y aller à l'UFC. Mais quelle cohérence il y a là-dedans. Déjà, t'as cette provocation à Dana White, genre en mode rapport de force. On est égal, déjà, pour commencer. Je me mets à ton niveau. Tu sais, t'as des grands managers et lui, je me mets à ton niveau, je suis là. Conor McGregor, allez, il est derrière, c'est l'ancien air. Aujourd'hui, c'est Saladin Parnasse. Il demande à des milliers de personnes de taguer Dana White, qui va lui prendre la tête. Ou prendre la tête de son community manager. C'est peut-être pas lui qui gère son compte. C'est sûrement pas lui qui gère son compte. Et derrière, il t'annonce des fights Poirier, Holloway, Conor. Mais en fait, tu vois ça, mais enfin, Dana White, il va dire, mais c'est quoi cette blague? C'est quoi cette pitrerie? Et franchement, parce que je pense vraiment que c'est fait à dessein. Il y a vraiment pas c'est pour ça que, en fait, quand je dis ça, je pense que c'est vraiment une pitrerie, mais parce que c'est fait en tant que tel. Tu vois, je dis pas que c'est de la bêtise. Je pense vraiment que c'est fait en tant que tel et que c'est pas du tout leur cible, l'UFC. En tout cas, pas tout de suite. Mais le problème, c'est qu'en jouant et en abusant à ces trucs-là, je pense que ça peut être peut-être jamais, tu vois. Mais pour le coup, je pense vraiment sincèrement, c'est pas ce qui est ciblé. Ils le font pour le public, mais franchement, moi, j'y crois de plus en plus. Après, peut-être que l'avenir me donnera tort et qu'on aura Saladin Parnasse, ça paraît. Mais j'ai du mal à y croire. Rien à ajouter. C'est ce que je te disais, je crois que la semaine dernière, ou en tout cas après le MVP. Moi, je sens pas la volonté d'aller à l'UFC et je pense même que ils s'auto-sabotent presque volontairement pour pas y aller. Hum Tu vois, en fait, ils montrent au public qu'ils veulent y aller de par leur poste, etc. Mais si tu veux y aller, tu ferais tout le contraire qu'il faudrait faire limite. Bah, tu négocies dans l'ombre. Maintenant, pour les autres orgas, tu vois, le fait de savoir que tu négocies avec l'UFC, tu les mets en concurrence et le but c'est de surenchérir. Mais je pense que leur volonté première n'est pas l'UFC. Pas pour l'instant, en tout Bah, cas. je pense pas. Mais en fait, c'est ça le truc, c'est que Hatch, jusqu'à maintenant, honnêtement, il a fait du bon taf pour Saladin Parnasse pour ce qui est du côté contrat et finance. Tu vois. Alors certes, il y a beaucoup de gens qui reprochent à Hatch justement de fermer lui aussi la porte à Saladin Parnasse vis-à-vis de l'UFC. Enfin, tu sais, il y en a beaucoup qui disent que c'est lui, tu vois, qui veut pas qu'il y aille. Parce qu'en fait, il y a des gros sous à faire ailleurs et que en fait, les gros sous, ils les font tous les deux. On va pas se mentir. Donc, euh, donc pourquoi pas, tu vois. Mais il a montré quand même que en Tsum Tsum, justement, parce qu'on parlait de Tsum Tsum tout à l'heure, tu sais, avec Eddie Hearn, il savait mener sa barque, négocier, être un bon manager. Finalement, ça a été un bon Ça a manager, toujours justement. été un très bon Donc manager. mais c'est ça. Et c'est pour ça, quand je vois ça, je me dis, il y a vraiment un manque de cohérence là entre ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui, parce que la carrière de Salah, elle est pas récente, hein. C'est pas, il vient pas d'arriver, Saladin Parnasse, hein. C'est le gamin, enfin, il a commencé quand il avait 16 piges. Donc, il le drive depuis qu'il est arrivé. Même peut-être avant 16 piges. Il est passé pro très tôt, quoi. Donc, honnêtement, quand tu vois ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui, que tu vois cette communication-là, ben pour moi, il y a un truc qui va pas. C'est pour ça que je me dis que c'est pas ce qu'ils veulent. Il y a un truc qui va pas. Je suis Ou d'accord. alors, c'est un gros coup de poker, et l'UFC va dire, ouais, bah, ok, pourquoi pas, tu vois. Et ils vont obtenir ce qu'ils veulent. Enfin, obtenir ce qu'ils veulent, ça sera pas ces 3 fights. Ça, Non, c'est sûr et certain. ça sera pas ces 4 fights. C'est sûr et certain. C'est 4 fights, oui. C'est ça. Déjà Poirier va pas revenir.
et encore moins pour affronter Saladin Parnasse qu'il ne connaît même pas. Tu vois, ça, pour arriver au Mais grave. poirier, ça, il est loin. Ensuite, Holloway, oui. Holloway, comme tu as dit, c'est cohérent, mais il aura jamais Holloway tout de suite. Hein. Ouais, je pense que si tu vises un combat d'entrée cohérente, on a déjà cité plein de noms de la catégorie lightweight qui peuvent être cohérents pour rentrer. Moïcano, Gamrot, tout ça c'est cohérent. Fiziev, là, d'accord, il y a de la cohérence. C'est des noms qui sont classés et que tu peux espérer avoir en entrée de combat, en entrée à l'UFC. Et encore, c'est même pas dit. Tu vois, c'est même pas dit qu'on te donne des noms aussi connus. Si on te le donne, c'est vraiment qu'on te fait un cadeau. Enfin, même pas dit. C'est même pas dit. Ouais. Ce qui est pas dit est dans la catégorie. Non, mais tu vois, je fais top 15. T'as Benel Dariush. Bon, Benel Dariush, on sait pas où il en est. T'as Faresiam. Allez, admettons. 14e, Faresiam. Imagine, je crois que c'est sur Mandal tout à l'heure où il parlait d'un Ziam, d'un Ziam contre Ah, Salah, mais j'en rêve. à l'UFC Paris. Mais Ah, magnifique, je signe tout de suite. ça, tu te dis OK. Pour rentrer, on dit OK. Vas-y, on y va. Mais après, t'as Chandler, t'as Salkill. Allez, Salkill, peut-être. Hmm. Mais il est 12e, hein, Salkill, hein. Donc c'est pas encore tout de suite, hein. Après, t'as Fiziev, Moïcano, Rufi, Dan Hooker, Gamrot. Allez, ouais, s'ils veulent vraiment le mettre dans le top 10 tout de suite, hein, Gamrot. Et puis après, t'as Paddy, Benoît Saint-Denis, Max Holloway, Oliveira, Tsaroukian, Justin Gaethje et le titre. En fait, quand tu vois tout ça, déjà quand t'as vu tout ça, tu te dis, voilà, les combats qui ont été annoncés là, aucune cohérence, mais on le savait même sans regarder le classement. Mais tu te dis en fait que il y a en plus des stars encore dans cette caté, dans ce top 15. Donc un Saladin Parnasse qui arrive, qui certes a été respecté partout où il a été, parce que même la MVP, ça a été une des plus grosses stars de MVP. Tu sais, tu sens qu'il est respecté par les organisations. Mais là, on parle de l'UFC. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'ils veulent pas y aller, parce que ils savent très bien que ce statut qu'il a de respect dans les autres organes, il n'aura pas à l'UFC. Et il l'a dit lui-même, Hmm. Saladin. Il a dit, moi, si c'est pour être mené en bateau comme Nassourdine Imavov, qui espère un title fight, et en fait, on le fait traîner. Il dit, moi, si c'est pour ça, il dit, j'y vais pas. Et en fait, voilà, restons-en là. Soyons cohérents. Il y va pas. Point, on le sait, il y va pas. C'est tout. Et on arrête de faire tout ce tralala pour un public qui espère. Mais en fait, le public qui espère, c'est un public, finalement, si tu t'es pas fait une raison sur le fait que Saladin Parnasse, il menait sa carrière autrement que pour la fame Et de l'UFC, bah c'est que les raisons qu'il t'as pas donne, besoin de parler. les raisons qu'il donne, elles sont compréhensibles. Hein. Cohérent, Elles sont cohérentes. Il bien n'y a sûr. pas de souci avec ça. Mais ouais, le reproche, il est sur ça, sur le fait de faire croire. Ben en fait, on est sur la même com que Doumbé à l'époque où il demandait aux gens de voter où il allait aller. Tout le monde avait voté UFC. Il se retrouve à combattre, je sais pas qui au PFL, quoi. On est sur la même com. Tu vois, tout le monde savait que oui, moi je prends Shimaev, je prends ci, je prends ça, et finalement, il a pris, je sais pas qui, je connais même pas les blagues. Donc on est sur ça en fait, et c'est ça qui a été reproché à Doumbé. Il a pris Jordan Zebo. Il avait Il pris a dit, je Jordan prends Zebo. Shimaev, il a eu Jordan Zebo. Exactement. Bah oui, Voilà. il Finalement, a dit, je prends Leon Edwards, il a pris Zebo. c'est ça qui a été reproché à Doumbé à cette époque-là. C'est pas le fait qu'il signe au PFL. En soi, s'il aurait pas parlé, qu'il signe au PFL, c'était déjà très bien parce que d'où il partait, je crois qu'il était au MMAGP, qu'il fasse le bon au PFL, c'est déjà très bien, tu vois. Mais une fois que tu parles de l'UFC et que tu dis, enfin que tu prétends être le numéro 1 et que tu vas taper les meilleurs, quand tu dis ça, il faut le prouver derrière. On est d'accord. Maintenant, On est d'accord. maintenant, attendons septembre. Franchement, on va savoir. Bon, j'y crois vraiment pas. Hein. Mais justement, le fait de ne pas y croire, je ne peux qu'avoir une bonne surprise. En tant que fan, Alors, je ne peux qu'avoir une bonne surprise. attendons septembre, ou même pas, parce qu'ils avaient dit dans moins d'un mois. Donc, déjà, c'était la semaine dernière, à peu près. Donc là, d'ici 2 semaines, normalement, on sera au courant. Ouais, avec un nouveau petit montage ChatGPT. Ah, je sais pas si c'est ChatGPT, ça, mais en tout cas,
En tout cas, moi, je veux savoir. Je veux en commentaire que Hatch vienne en commentaire me dire c'est quoi l'outil qu'il a pris, parce que Tu je veux veux les les mêmes mêmes bras. bras? Ouais, bah ouais, je sais, ça l'escroc. Parce que vu que les gens, visiblement, les gens disent que je suis, les gens ne pensent plus à la caméra, donc il faut que je maximise le truc là. Et je veux ses bras. Je veux les veines moi aussi. Je veux les veines sans le travail. Bon, lui, il a le travail aussi, mais je veux les mêmes veines. Là, c'est pour le coup, on y est. Mais c'est vrai là, tu sais quoi, tu viens de me hacker mon cerveau. Et tu sais, j'ai la fiche sous les yeux parce que j'ai fait une capture d'écran de la fiche. Et tu m'as parlé d'over the top et je te jure, c'est vraiment ça quoi. Bah oui, c'est ça. T'as vraiment l'impression que c'est le bras de fer. C'est vraiment le bras de fer. En plus, c'est vraiment, c'est la poignée de main dans les années, dans nos films qu'on a tellement kiffé des années 90 aussi. Predator. Ce fameux Tu check, vois bah, cette tu poignée de sais, main de Predator entre Schwarzenegger et celui qui fait Apollo Creed. ouais, Tu l'as la scène? Quand il se ouais. check et voilà, c'est exactement celle-là. Mais pas que, Demolition Man. À la fin aussi, enfin, t'as toujours ce check, et c'était souvent d'ailleurs, Stallone. C'est souvent Stallone justement aussi qui avait ce truc, cette poignée de main, parce qu'en fait avec cette poignée de main, tu sais, t'es là, biceps en avant, Voilà. les avant-bras, les trucs, tu vois. C'est la poignée de main virile. Tu vois, c'est The New Spartiate. Ah, j'adore ça. En tout cas, voilà, j'ai hâte de savoir où est-ce qu'il va aller et j'ai hâte de savoir si ma théorie se réalise entre guillemets. Donc, on va voir ça. On continue. On continue avec Ben Askren qui est de retour. Mais pas en MMA, mais en lutte contre Belal Mohamed. Belal Mohamed qui va combattre ce week-end, là d'ailleurs, hein, au RAF 11 le 18 juillet. Donc on se souvient que Ben Askren a failli passer l'arme à gauche il y a presque un an, puisqu'il a subi une double greffe du poumon en juillet 2025. Et là, donc, il y a ce combat, donc en lutte. On sait que c'est un lutteur à la base, hein, Ben Askren, hein, c'est un excellent lutteur, même, même sa carrière de MMA, c'est basé sur sa lutte. Et donc, voilà, il va affronter Belal Mohamed Bah, c'est un au RAF. Olympien. Il a fait les JO, Ben Askren, non? Il me semble qu'il a fait les C'est une JO, Ben bonne Askren. question. Si, C'est une bonne question, je te laisse vérifier. il a fait les JO, Ben Askren. Ouais, non, mais c'est un excellent lutteur. De toute façon, c'est un vrai lutteur de formation. Donc voilà, très Ouais, technique, lutteur olympique. Ouais. lutteur olympique. Et ben voilà. Et ben il Il revient était pour son grand retour. dans l'équipe quand Cormier était capitaine, si je dis pas n'importe quoi. La légende dit qu'il battait quand même. Je dirais pas jusque là, mais bon. Je sais, je sais pas où j'ai entendu cette légende. Euh, donc en tout cas, voilà, il décide de faire son retour un an après au RAF. Donc la rééducation s'est bien passée, il a repris du poids. On sait qu'il était revenu, s'était rentraîné assez rapidement. Enfin, tu vois, on sait, hein, c'est un sportif de toute façon. Donc quand t'es sportif en général, dès que tu peux y retourner, tu y retournes. Et bah donc il va se tester contre Belal Mohamed. Alors c'est un sacré retour hein, parce que prendre un Belal Mohamed qui est encore actif, qui est jeune et qui est bon lutteur pour une première, pour revenir, c'est quand même un sacré challenge. Hein. Un sacré challenge. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Franchement, c'était chaud quand même ce qu'il avait eu Ben Askren. Hein. Faut bien se rappeler de ce qu'il avait eu. Il était vraiment à l'article de la mort. Hein. Faut bien se rappeler du physique qu'il avait à ce Ah moment-là non, non, aussi. c'était C'était chaud. l'ombre de lui-même. C'était, je crois qu'il a fait 2 arrêts cardiaques. Il a eu 2 greffes des poumons. Il a été dans le coma plusieurs jours. C'était très très chaud. Le mec allait mourir. D'ailleurs, je crois que c'est Jack Paul qui lui finance son opération. De mémoire. De mémoire, Je sais plus. c'est Jack Paul qui lui finance son opération. Je suis quasi sûr. Il l'avait pas trop ébruité, mais ça avait fini par sortir. On avait dit, tu vois, parce qu'il s'était affronté. Ça a été son premier combat d'anglaise, Jack Paul à Ben Askren. Mmh. Mmh. Je crois qu'il lui donne 100 000 dollars ou un truc comme ça parce que ça coûte une fortune aux États-Unis. En fait, il avait pas les moyens. Imagine le mec, lutteur olympique, carrière de fou en MMA. Il avait pas les moyens de payer son opération. Il était dans la galère grave. Et, et on vient nous dire qu'il faut calquer ce système-là ici en France. Magnifique. Et puis les gars, continuez comme ça. Ouais. Donc en tout cas, il s'en est remis. La rééducation, elle a été très difficile. Bah, de toute façon, tu l'as dit, hein, tapez de toute façon sur internet Ben Askren, vous verrez les photos de cette période-là. Tu te dis comment il va s'en remettre, quoi.
Tu te dis, s'il arrive déjà à remarcher bien sans être essoufflé, c'est déjà un exploit. Donc, Ouais, ou d'aller à l'entraînement, tu vois. voilà. Faire des petits entraînements tranquilles. Donc Le mec, il finit au RAF. le fait qu'il finisse à refaire de la compétition, franchement, c'est vraiment kiffant. Parce qu'en plus, c'est un bon gars, Ben Askren. Moi, c'est un mec que j'ai pas trop suivi parce qu'il combattait dans des ligues que je suivais pas plus que ça. Finalement, je le voyais quand il affrontait un Français, quand il affrontait Karl Amoussou et tout. C'est à ce moment-là que je regardais Ben Askren. Mais je l'ai vraiment découvert quand il a signé à l'UFC. Et dans ses interviews, tu sens que c'est un mec qui se prend pas la tête. C'est un troll. C'est vraiment le mec marrant. Donc, Et puis c'était l'ennemi juré de Dana White à l'époque. ouais. Donc, Dana White qui avait fini par l'échanger contre Demetrius Johnson Mm. avec le One. Donc ça aussi, l'échange le plus ouf mais ouf, pas dans le bon sens du terme, parce que tu enlèves Demetrius Johnson qui est une légende, qui est un des meilleurs combattants qui a foulé la cage de l'UFC pour un Ben Askren qui certes est un bon combattant mais qui n'a derrière n'a pas performé, tu vois. Donc on se souvient du chaos dans les premières secondes du fight contre Masvidal. Donc ouais, non, ça a été assez compliqué. Ça a été une carrière expéditive, vraiment. Bon, après, Ah, il est arrivé c'était bien tard. pour Hein. Dana White, hein, Il est qui arrivé. finalement a eu Ouais. sa revanche aussi. Hein. Mais, de toute façon, le Ben Askren qui arrivait à l'UFC, c'était déjà la fin de carrière. Il est arrivé bien trop tard. Ouais, ouais, c'est clair. En tout cas, voilà, on va voir. Le RAF continue à rafler justement pas mal de combattants. Il y a un combat qui Jusqu'à m'intéresse là. John Jones qui dit qu'il... Euh, C'est un combat de celui-là, là? Non, non, celui-là, non. Mais bon, ça m'intéresse parce que ça fait plaisir de voir Ben Askren. Mais il y a un combat qu'ils ont annoncé qui Oui. m'intéresse. C'est Lequel? Merab contre Cerudo. Merab Cerudo, oui. Ouais. Ça, c'est un Celui-là combat qui est très m'intéresse parce qu'on a intéressant. vu Merab surdominer Cerudo en lutte, mais en MMA. À voir ce que ça Mm. donne dans un combat pure lutte. Tu vois. Et Colby Covington contre Tsaroukian aussi m'intéresse. Il m'aurait intéressé il y a quelque temps quand Covington était actif. Là, ça m'intéresse beaucoup moins. Ah, mais il est actif au RAF. Qui? Il vient de combattre. Il a combattu il y a pas Non. longtemps encore, Covington. Ah Si ouais? Covington, il a combattu au RAF il y a pas longtemps. Ouais, Sérieux? bien sûr, il a gagné. C'est pour ça qu'il y a eu le call-out. Ok. Ok, parce qu'en termes de gabarit, ça colle. Ça colle vraiment, parce que Attends, c'est un petit welter, Covington. que je Ouais, veux pas dire ouais, de ouais. bêtises, mais Alors, Colby Covington, s'il est actif, ouais, 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 ouais. Colby Covington, euh, il a battu Chris Weidman en Weidman. RAF. Et il a battu Dylan Dennis. Et il a battu Luke Rockhold. Il est sur 3 victoires au RAF. Ok. Donc, Weidman, mais c'est pas du tout la même KT, ça. bah, ouais. Mais donc ouais. Il a gagné 3 fois au RAF jusqu'à maintenant. Et là, il va affronter Arman Saroukia. Ok. Intéressant. C'est intéressant. Il y en a un autre hein, qui voudrait aller jouer avec ses potes. Il voit ça, il a envie de jouer. C'est John Jones. John Jones, il a dit qu'il voulait aller, il aimerait bien, encore une fois, combattre au RAF. Alors il parle encore une fois, de faire sauter son contrat, mais c'est parce que surtout, sinon il faut l'autorisation de l'UFC pour y aller, quoi. Tant que t'es sous contrat, en fait, c'est l'UFC qui t'autorise à y aller. Mais il aimerait bien y aller parce qu'il y a son gars Gabe Stevenson là, qui avait combattu au RAF et donc ça l'intéresse énormément. Moi, voir John Jones là-bas, ça m'intéresse aussi parce qu'on sait que John Jones, sa qualité de lutteur, et j'aimerais bien le voir sur un événement comme ça. Ouais. Oui, de toute façon, les champions de ce calibre-là, c'est toujours un plaisir de les voir combattre. Euh, non, ouais, faut trouver une opposition. Je connais pas assez la lutte pour voir qui tu pourras lui mettre, tu vois. Parce qu'en mec du MMA, en vrai, je vois pas grand monde. Il prendra pas Cormier. Contre Josh O'Keefe. Contre Josh O'Keefe. C'est un très bon lutteur, Josh Kidd. Ben, c'est pour ça. Et c'est poids lourd, hein. Donc pourquoi pas, tu vois. Ouais. Josh O'Keefe, Curtis Blade. Tiens, Curtis Blade qui voulait aller Hum, boxer. hum. Bah, c'est plutôt John Jones en lutte, tu vois.
Ouais, il y a des combats à faire. Il y a des combats à faire. Faut voir ça. Un John Jones Ngannou au RAF. Tu sais, le combat que tout le monde voulait, tu l'as en lutte. Laisse tomber. Bref, en tout cas, faut voir. Mais le RAF, c'est l'organisation à suivre en ce moment, quoi. C'est vraiment un truc de fou. Elle a fait un bond en termes d'exposition. C'est quand même un truc de fou. Bref. On termine avec quelques big up. Big up pour Faresian, qui va affronter Tom Nolan à l'Apex ce week-end. En main card. Derrière, Brendan Allen versus Edman Chabazian et le main event qui est Belal Mohamed versus Gabriel Bonfim. Écoute, on va pas reparler de ce fight, hein, on en a déjà parlé de toute façon. Ce qu'on pensait, on l'a pas analysé, mais le Faresian est largement au-dessus de Tom Nolan. Normalement, ça devrait être une formalité. On va croiser les doigts pour que ça reste une formalité. Tu vois, qu'il se débarrasse de lui facilement. Brendan Allen contre Chabazian, écoute, combat à voir. C'est comme un event sympathique. Bon voilà, c'est pas extraordinaire, mais c'est sympathique. Et Belal Mohamed contre Gabriel Bonfim, écoute, Ah, j'aime bien ça. je sais pas, j'aime bien, ouais. Ouais. J'aime bien parce que je me pose des questions sur l'état de forme de Belal. Est-ce que c'est vraiment Mm. fini? Est-ce qu'il y a encore? Parce que Bonfim, c'est un adversaire très dangereux, mais logiquement au niveau que Belal a atteint, puisque il a eu la ceinture il y a peu de temps, normalement Bonfim, tu le passes tranquillement. Bah ouais, normalement. Normalement, tu vois. Si tu commences à bugger, c'est que oui, non, c'est fini. C'est que c'est une bonne fin. C'est une bonne fin pour Belal. On peut dire Écoute, on ça. verra ça. Donc on verra ça ce week-end. Et big up à la Z-Team aussi. Il y a eu le Diamond BJJ, la deuxième édition qui a eu lieu donc vendredi dernier. Alors j'ai pas pu voir l'événement parce que le vendredi je donne mon cours malheureusement. Et enfin malheureusement. Non, heureusement que je donne mon cours, mais malheureusement j'ai pas pu voir l'événement. J'ai vu la fin du live sur Instagram. Et donc la Z-Team a réussi à prendre l'événement après une belle finale face au CDK. Donc CDK qui avait gagné la précédente édition. En plus, ça s'est fini dernier fight entre Ziad Solani contre Momen Ferra. Donc voilà, c'est le genre de combat qu'on aime voir. Donc c'était cool d'avoir cette opposition. Et donc beau parcours de la Z-Team qui a su se hisser en haut de la fiche de ce Diamond BJJ. Ce big up, il était nécessaire, hein, c'est mon club, hein, c'est dans ce club-là que j'ai passé ma ceinture noire. On est encore affilié à la Z-Team, donc de les voir performer, de les voir gagner, c'est quand même un petit kiff. Donc surtout qu'on en avait parlé en plus quand on avait été au euh, au CKF. Donc le CKF, puisque il y avait un des juges qui était Mehdi, donc le coach de la Z-Team, et puis il y avait Zied aussi. Donc tu vois, on en avait parlé entre les différentes teams Les déjà deux à ce finalistes. moment-là, à la fin de l'événement. Voilà, on était en petit groupe et donc on avait parlé de ce Diamond. Donc c'était marrant de voir le résultat de cette discussion le jour J. Donc c'est cool. Bravo à la Z-Team. Le CKF, vite fait, il y a le premier live qui est sorti, première partie du live qui est sorti là sur YouTube cette semaine avec les petits jeunes, les ceintures bleues qui se sont affrontés donc entre de la Rive Nantes et Fratellino. Donc voilà que j'ai eu la chance de commenter avec Julien Casier. Donc n'hésitez pas à aller sur le site du CKF, à donner de la force, à regarder parce que franchement c'était un affrontement qui était vraiment très très bon. Parce qu'on dit ceinture bleue, on pourrait se dire ouais ceinture bleue j'ai pas envie de regarder. Mais franchement il y avait du très haut niveau et il y avait franchement c'était une belle guerre entre ces deux équipes. Donc n'hésitez pas à aller checker ça sur la page YouTube du CKF, du Sakula Flow, True Student. Et puis voilà, on ferait des petits retours sur ce que vous en avez pensé. Malheureusement, je crois qu'on peut pas commenter sur les vidéos, mais en tout cas voilà, commentez sur la nôtre. Et puis dites-nous ce que vous pensez du CKF et surtout que ce soit le CKF ou le Diamond, c'est des choses à aller voir. Grosse ambiance à chaque fois, je le redis, donc n'hésitez pas. Dernier petit big up à Yann, donc un de nos auditeurs,
que j'ai eu la chance de croiser par hasard mardi. Mardi, je sortais d'une réunion avec le service des sports. J'allais rejoindre mes enfants au sport. Je tourne dans une rue, clac, je me sépare de mes potes de la box time. Et là, il y a un mec qui me regarde dans la rue comme ça. Il me fait Rolly. Et là, je lui dis bah non, c'est l'autre. Eh non, malheureusement pour toi, Yann, Il y avait tu n'as pas le roi des gitans. rencontré le roi des La bonne métis. personne. Le roi des métis. J'ai dit le roi des gitans, putain, le roi des métis. Oh mon dieu, quoi que t'aurais pu être le prince des gitans à un moment de ta vie. Mais Oh putain. Ah, je suis passé de le roi roi des des métis. métis à roi des gitans. Putain. Ah, c'est fort. Ah, mon copain. Ah ouais, putain, t'as toutes les casquettes toi aussi. Et donc on a discuté 5 minutes ensemble. Franchement, super cool de l'avoir croisé. Donc ça fait plaisir. Écoute, donc ce big up, il était nécessaire. On n'a pas suffisamment d'abonnés. Le jour où on aura des millions d'abonnés, où je croiserai des gens à tous les coins de rue, je pourrai pas faire des big up à tout le monde, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Donc là, j'en ai croisé un. Autant le mettre à l'honneur. Donc un big up à toi, Yann. Franchement, c'était un plaisir de te croiser à Saint-Ouen. Et puis peut-être qu'on se recroisera un jour. Donc voilà. Bon, mon cher Rolly, on a fait le tour. Ah, on a fait le tour. Est-ce qu'on a un petit mot de la fin? Ah, j'ai rien qui me vient là. Moi, je serais d'avis de nous donner vos meilleurs sites d'IA pour générer les meilleures images. Dites-nous Nous aussi, sur quoi vous bossez. on veut des gros bras. On veut voir les veines. On veut voir les veines. Donc allez-y, faites-nous ça. Et puis sinon, bah, si vous avez pas d'inspiration, juste faites-nous un gros big up au roi des gitans, roi des métis qui est en face de moi là, ici présent. Et donc donnez-lui un maximum de force parce que voilà, on sait pas jusqu'où ça va le mener. Peut-être un jour il dirigera la France. Allez savoir. Allez savoir. Bref, en tout cas, likez, commentez, partagez, cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater, les 5 étoiles sur toutes les plateformes de podcast, le lien Tipeee en description si le cœur vous en dit, et le lien vers Importfight pour aller chercher tout le textile de meilleure qualité possible que vous ne retrouverez pas ailleurs avec le code TATAMI10 pour avoir 10% de réduction sur tout le site. Et puis, nous, il ne reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée Ou une bonne soirée. en fonction de l'heure à laquelle vous nous écoutez. Allez, salut! Salut!